Eh bien, bonjour et donc bienvenue dans cette dernière séance de l'année du séminaire Architecture équerre de la chaire de philosophie avec ce soir Jérôme Denis qui est à mes côtés. Je vais rapidement couper le vidéoprojecteur parce que Jérôme n'a pas de PowerPoint pour changer. Donc Jérôme Denis est sociologue et je l'ai notamment invité pour un livre qu'il a coécrit l'année dernière, qui est sorti l'année dernière, coécrit avec David Ponty, un livre qui s'appelle Le soin des choses et qui est consacré à une thématique récurrente de notre séminaire, qui est la question de la réparation, de la maintenance, du soin des espaces, de la réparation des espaces existants et la manière dont ces nouvelles manières de la manière dont ces nouvelles stratégies deviennent vraiment des modalités très importantes et de plus importantes pour l'architecture, pour intervenir dans le monde et pour réparer le monde qui a été construit avant nous par d'autres, plutôt que d'être sans cesse dans ce paradigme moderne et dépassé de la démolition et de la reconstruction et de la construction de nouveautés. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont devenues très importantes dans le changement de pratique des architectes parmi d'autres disciplines. Et donc Jérôme a écrit un livre consacré à la généalogie de ce concept de maintenance. Donc voilà, donc c'était une très belle manière de finir l'année, de finir un peu, de s'arrêter sur ce concept très intéressant et très structurant dans nos 4 années de séminaire. Et puis, je vous annonce d'ores et déjà le séminaire de l'année prochaine. Donc, première séance le 10 octobre. Avec quelqu'un que Jérôme connaît bien, qui s'appelle Nicolas Delon, qui est l'un des architectes associés de l'une des meilleures agences d'architecture de France, qui s'appelle Encore Heureux, qui est une agence pionnière sur les pratiques de réhabilitation et de faire avec l'existant. Ils ont notamment coécrit avec Nicolas un texte il y a quelques semaines sur la démolition de la tour INSEE à Malakoff, qui est un sujet qui a pas mal préoccupé les architectes il y a quelques temps. Une tour qui finalement a été démolie, un petit peu à contretemps de tous les changements de paradigme qu'on est en train de mettre en place. Il y aura ensuite un architecte, Patrick Longchamp, de l'agence CLR, qui est l'auteur d'un très beau projet en psychiatrie qui est sorti ces dernières années, qui est la Maison de l'enfance et de l'adolescence à Genève. Et ensuite, il y aura deux artistes, un couple d'artistes, Christophe Berdaguet et Marie Péju, qui sont des gens dont j'ai déjà montré le travail, qui travaillent en particulier avec les questions de la psychiatrie et de la santé mentale. J'avais déjà montré à plusieurs reprises leur psycho-architecture, qui étaient des tentatives d'architecture faites à partir de dessins d'enfants psychotiques. Et ces 3 séances, donc qui sont un petit peu orientées à la fois psychiatrie et faire avec l'existant, vont aussi accompagner un partenariat avec l'école d'architecture de Belleville qu'on renouvelle l'année prochaine. Donc l'année dernière, les étudiants avaient travaillé sur la conception d'un centre de jour pour autistes, pour jeunes autistes, et l'année prochaine, les étudiants, on va les emmener sur un terrain un petit peu plus difficile, mais qui va être passionnant. Ils vont aller donc sur le site d'Esquirol, à Saint-Maurice, pour travailler sur la relocalisation d'un service psychiatrique dans le bâtiment historique. Donc là, on va un petit peu rentrer dans le dur, en espérant que ces expérimentations avec les étudiants vont permettre de nourrir toutes les réflexions qui sont en cours à Saint-Maurice pour savoir comment construire un nouvel hôpital ou comment déplacer l'hôpital, ou est-ce que par hasard ce patrimoine historique exceptionnel serait malgré tout apte à encore accueillir de la psychiatrie dans des conditions dignes de 2024, 2025 et plus. Donc voilà, ces 3 séances sont pour objectif aussi d'accompagner ces travaux étudiants. Et puis ensuite, il y aura d'autres séances sans invité fléché, mais je peux d'ores et déjà vous donner quelques noms. On va accueillir Salima Nagy, qui est une architecte qui travaille entre autres, sur la réparation de maisons au Maroc, notamment des maisons démolies par un séisme dans la vallée de Tessaout.
où elle arrive à révéler le fait que certaines architectures anciennes, notamment en terre, se révèlent particulièrement résilientes en cas de catastrophe parce qu'elles sont facilement réparables. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que va nous dire Jérôme ce soir. On recevra notamment Amelia Tavella, qui est une architecte corse, qui travaille beaucoup sur l'existant aussi, et qui a des pratiques de réhabilitation qui sont assez passionnantes et qui travaille aussi avec l'usage de matières locales, qui est aussi l'un des grands enjeux aujourd'hui pour les architectes. On recevra également Myriam Chabani, ce sera très féminin en 2025 dans les invités, qui est une architecte aussi de l'agence New South, qui va parler en particulier d'un travail de recherche sur l'architecture sacrée et la pertinence et le sens de faire encore de l'architecture sacrée aujourd'hui dans les villes. Donc voilà, ça va être encore une année intéressante. Donc rendez-vous le 10 octobre à la suite de cette séance conclusive de l'année que j'ai confiée à Jérôme, et une séance que nous dédions évidemment à Bruno, ici présent. Ceux qui savent, savent. Et puis voilà. Merci beaucoup Jérôme d'être venu. Et je laisse la caméra pour que les gens te voient, les quelques-uns en... Et on peut éteindre ça du coup, on a pas besoin de le laisser. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais tout de suite récupérer mon paquet de mouchoirs parce que vous allez vous en rendre compte, j'ai une crève carabinée. C'est pas ma voix normale, mais ça devrait bien se passer. Ouais, un grand merci pour l'invitation. Je suis vraiment très ravi et très touché d'être là. Et puis, à la fois dans ce séminaire, dans cet endroit, et bon, présenter un peu le travail que je mène avec David depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc effectivement, je vais pas mal parler de ce qu'on raconte dans le livre, dont le titre est déjà un tout petit peu intriguant, on va dire, provocateur pour certains. Je vais l'expliquer juste après. La question du soin des choses, qui est un livre qui en fait assez éloigné quand même de l'architecture, même s'il y a finalement, on parle avec et on s'inspire de questions architecturales. Puis finalement, il a un lien qui se construit avec les architectes, avec les élèves en école d'architecture, avec des architectes. Donc c'est vraiment un chouette prolongement. Alors, je vais surveiller là parce que j'aimerais bien qu'on puisse discuter, notamment peut-être à certains moments sans faire exprès avec Gaël, mais sans qu'on s'en rende compte. On verra pourquoi peut-être tout à l'heure. Déjà, je voulais juste présenter un peu, vous expliquer d'où je parle. Et peut-être pas qui je suis, mais d'où je parle, on va dire. Effectivement, tu m'as présenté comme un sociologue. Alors c'est sociologie très bizarre, hein, parce que si vous le savez pas, il y a des sociologues qui s'intéressent plutôt aux objets qu'aux gens. Moi, je fais partie de ce genre de sociologue. Alors on s'intéresse évidemment aussi aux gens, mais on s'intéresse beaucoup aux objets. Et on est dans une spécialité qui s'appelle l'étude des sciences et des techniques, où on s'intéresse aussi aux ingénieurs, donc les gens qui conçoivent des choses, ou aux travailleurs, mais dans des situations où on prend toujours en considération les objets, par exemple cette table qui est bancale. Et comment ça se fait? Alors, donc je suis dans un centre qui s'appelle le Centre de sociologie de l'innovation. Et donc avec David, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on travaille sur la maintenance, qui n'est pas le contraire de l'innovation, on pourra y revenir, mais qui est quand même un truc un peu bizarre, la maintenance. C'est un truc que même on ne sait pas forcément très bien ce que c'est. Donc juste pour vous raconter comment on en est venu à s'intéresser à ça. En fait, on a travaillé en 2006-2007 sur la signalétique du métro parisien. Donc vous voyez, on est des sociologues qui bossent sur les panneaux du métro, par exemple. Après avoir fait une année d'enquête pour comprendre comment la RATP, dans les fins des années 90, a mis en place une nouvelle signalétique qu'on trouvait super belle, super bien pensée. Elle est notamment hyper standardisée. Il y a une charte graphique énorme, etc. Et on l'a trouvée assez fascinante. Et en finissant notre enquête, il y a une de nos informatrices, notamment celle qui était vraiment responsable justement de la norme, pour être sûr que les choses soient bien comme elles doivent être dans les stations du métro, nous a dit, bon, voilà, vous avez fini, c'est bien.
Et puis, juste vraiment sur le pas de la porte, elle nous a demandé si on était allé voir les gars de la maintenance. Et on a dit, bah non, on n'est pas allé voir les gars de la maintenance, mais par contre, ça nous a titillé. Surtout qu'on avait fait que des entretiens, on avait fait que regarder des documents. On s'est dit, si on va voir les gars de la maintenance, peut-être qu'on pourrait les suivre. Et on est reparti pour un an d'enquête, en fait, en découvrant ce que ça voulait dire qu'il y ait des gars de la maintenance pour des panneaux. C'est-à-dire des gens qui s'occupent tous les jours que les panneaux restent à peu près en l'état. Et en fait, pour l'expliquer très simplement, nous, on était en train de se dire, on était en train de finir notre enquête en disant, mais pourquoi les panneaux tiennent? Parce qu'ils sont standardisés, parce qu'il y a une charte, parce que tout est bien réglé, bien normé. Et puis, on a compris que pourquoi ils tiennent, c'est pour ça, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui s'en occupent tous les jours et qui les surveillent, qui vérifient qu'ils tombent, qui vérifient qu'ils s'abîment, etc. Donc ça, c'est un peu notre épiphanie, on va dire, qu'on raconte toujours, mais qui a vraiment été un choc. Parce qu'au départ, même, on pensait s'être planté. On se dit, mais en fait, c'est complètement con, la charte graphique, ça sert à rien. C'est pas la bonne manière de voir les choses. Après, on a un peu nuancé les choses. On a dit, non, c'est les deux, évidemment, qui sont importants. Mais en tout cas, l'un ne tient pas sans l'autre. Et en fait, au fur et à mesure, il se trouve que en fait, ailleurs dans le monde, il y a des gens qui commencent à s'intéresser aussi à ces questions, à ces mainteneurs, à ces gens qui réparent des trucs, qui entretiennent des trucs, etc. Et on s'est rendu compte que, alors ça marche bien avec les panneaux du métro parce que c'est une espèce de machin dont on n'interroge pas du tout les coulisses, quoi. Mais qu'en fait, on peut le faire sur tout à peu près. À chaque fois, on peut le faire, mais qui s'occupe de ce que ça reste à peu près comme il faut que ce soit, qui sont des questions très très complexes, mais il y a vraiment un aspect de mise au premier plan de tout un tas de choses que je vais essayer de mettre un tout petit peu en avant là pendant cette séance là. Et il y a un vrai effet révélateur, mais pas du tout dans le sens d'une structure cachée qui viendrait guider comment les gens fonctionnent, mais révélateur de pratiques, de choses qui existent et qui sont pas si invisibles que ça en plus. Souvent, en fait, c'est des gens qu'on voit, mais par contre, c'est des gens qu'on regarde pas ou auxquels on fait pas attention. Et donc, évidemment, une des questions là, en particulier sur un lieu qui est un bâtiment sur l'eau, c'est une question à se poser. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on faisait la même chose, c'est-à-dire si on se demandait qui s'occupe de ce bateau-là, qu'est-ce que ça veut dire pour que ce bateau reste le bateau tel qu'il est, à la fois évidemment comme institution, mais comme chose très 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 matérielle. Et je re-regardais le premier film de Nicolas Philibert sur le bateau et je pensais à ces volets qui s'ouvrent tous les matins, évidemment, cette scène magnifique. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe le matin où il y a un des trucs qui reste en panne, qui reste coincé? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc électrique qui fonctionne pas, qui est d'autant plus intéressant que c'est un endroit qui est plus à l'épreuve que beaucoup d'autres, quoi. Alors tout, je vais y revenir juste après, tout est à l'épreuve de quelque chose, mais quand c'est quelque chose qui est sur l'eau, évidemment, c'est particulièrement délicat. Et qui est une institution aussi qui a un mandat, une fonction particulière. Alors, ça c'est la petite histoire. Après, on a une espèce de geste analytique, pour le dire avec des grands termes. On a une ambition. On l'a appelé effectivement politique de la maintenance en sous-titre, ce livre. Mais on se dit qu'en fait, on pourrait avoir une définition super large de la maintenance pour attraper plein de choses très 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 différentes en se disant que c'est quand même un petit peu la même chose. Et donc on appelle ça l'art de faire durer les choses. Et c'est plutôt en fait, je reviendrai un peu dessus tout à l'heure, c'est plutôt une préoccupation, une inquiétude. C'est plutôt à chaque fois que les gens se disent est-ce que ce machin-là tient encore et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il tienne encore. Et donc en fait, ce machin-là, ça peut être la damante, ça peut être le pont qui est là, ça peut être cet appareil-là, ça peut être mon carnet s'il est vieux, ça peut être plein de choses en fait. Alors ça, il se joue pas la même chose, c'est pas le même problème, c'est plus ou moins grave, c'est plus ou moins compliqué, c'est plus ou moins. Mais en fait, cette question-là, elle hante entre guillemets potentiellement la vie de tout le monde. Et pour le dire encore autrement, pour parler de l'histoire de l'humanité, pour faire simple et modeste. L'histoire de l'humanité, elle a été vraiment racontée très souvent, en particulier en architecture, mais pas que, comme l'histoire de l'homo faber. La particularité de l'être humain, c'est qu'il fabrique des trucs. Il invente, il innove, il fabrique. Et en fait, il y a une autre histoire en parallèle que personne n'a racontée, mais qui est sans doute est arrivée 2 ans après la naissance de l'homo faber, c'est l'homo teneo, c'est-à-dire l'être humain qui fait tenir, l'être humain qui entretient, l'être humain qui maintient. Et l'être humain qui juste se dit, mince, le machin qu'on a fabriqué, ce serait peut-être pas mal qu'il continue de durer. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même l'idée, pour le dire très bêtement, c'est une manière aussi de faire compter une partie des activités humaines et des travailleuses et des travailleurs, mais pas seulement, une partie des pratiques et des activités qui d'habitude comptent pas dans les histoires, notamment dans les histoires de la modernité.
À chaque fois, ce que je vais dire là, le d'habitude, ça compte pas, ou quand je vais mettre nous, il faudra mettre d'énormes guillemets, j'essaierai de les mettre à chaque fois, parce qu'évidemment, ça dépend où on parle, ça dépend qui parle, ça dépend de quand est-ce qu'on parle. Parce que ça compte pas dans l'histoire. L'histoire de la modernité, déjà, elle est tenue par certains pays, dans certains moments. Il y a un historien des techniques très connu qui s'appelle David Edgerton, qui raconte ça très bien, qui dit, mais si on regardait non pas les nouveautés, les grandes nouveautés de rupture auxquelles quand on fait de l'histoire des techniques, mais les trucs qui ont duré, en fait, et qui ont progressivement, qui se sont transformés, etc. Le grand classique, ça a été les Forte qui sont restés très, très, très longtemps en circulation dans certains pays d'Afrique, certaines vieilles voitures américaines à Cuba, etc. C'est des grands classiques. Mais si on faisait cette histoire-là, on verrait pas, on n'aurait pas la même histoire, et on aurait notamment une histoire qui est beaucoup plus multicentrique, qui se passe beaucoup plus en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, qu'une histoire européenne de la technologie. Donc il y a quand même une ambition un peu. Voilà. Après c'est un livre qui est plein d'histoires et plein d'histoires à la con aussi, parce que évidemment là maintenant c'est plein d'histoires aussi un peu rigolotes et un peu bizarres et aussi très ordinaires, parce que c'est l'autre point important de cette histoire-là. Si on s'intéresse à comment est-ce que les choses tiennent, on a moins d'histoires extraordinaires, on a moins d'Elon Musk, on va dire, et on a plus de Gaël. Bon. On a plus de gens comme ça. On a moins de gens et on a moins de héros et d'héroïnes. Et on a plus de gens, et y compris nous-mêmes, en fait, si on réfléchit à comment on vit, ça dépend un peu des situations, de plein de choses, mais c'est plus ordinaire. Et on a appelé ça le soin des choses parce que on prétend, on essaye de faire une conversation avec ce qu'on appelle le care en anglais, mais le soin c'est très beau en français, donc il faut continuer à dire soin, qui ont donné lieu à des théories, à des débats, notamment du côté des penseuses féministes, qui ont défendu l'idée qu'il y avait une éthique du care, une éthique du soin qu'il fallait mettre en avant, qui n'est pas du tout pareil que les grands principes de justice que des grands philosophes politiques avaient mis en avant comme étant, ou même d'ailleurs quelqu'un comme Hannah Arendt avait mis en avant comme la véritable politique et l'élévation de l'âme humaine. L'éthique du soin, c'est des petits gestes tout bêtes, souvent pas très très propres, qui sont pas forcément, qui se peuvent pas d'ailleurs se transformer en grands principes, qui sont plutôt, alors c'est du soin aux personnes évidemment, c'est plutôt de ça dont parlaient les gens qui ont essayé de théoriser cette idée de soin. Et en fait, ça nous a un peu frappé quand même, d'abord avec nos mainteneurs du métro, et puis après avec d'autres terrains qu'on a fait, d'autres enquêtes qu'on a faites. Il y avait quand même des choses qui ressemblaient beaucoup. Alors ça veut pas du tout dire que c'est la même chose, évidemment, c'est pas les mêmes enjeux, ce serait complètement absurde de le faire, mais par contre, essayer de faire discuter, notamment parce que du coup ça trouble aussi les questions de genre, ce que la deuxième génération de théorie du care a essayé de faire aussi, parce que évidemment une grande partie des personnes qui prennent soin des gens sont des femmes, et souvent des femmes racisées, et une grande partie des gens qui prennent soin des objets, en fait c'est beaucoup plus compliqué, mais sont des hommes, dans certains pays, dans certains. Mais voilà, il y a des liens à faire, il y a des connexions, et ça permet à la fois de désessentialiser et de comprendre des formes de positions particulières dans les espaces des êtres humains qui vivent ensemble, pour pas dire société. Et puis il y a une dernière chose comme ça pour vous expliquer un peu tout le cadrage, c'est que on fait une forme de sociologie un peu bizarre. Je sais pas si vous avez vu la sociologie est un sport de combat de Pierre Bourdieu. Bon, moi j'étais traumatisé quand c'est sorti, j'étais étudiant en sociologie. C'est un film qui se finit par Bourdieu qui dit vous êtes des cons, hein, aux jeunes de Cité de Saint-Denis, si vous vous souvenez. Moi, je fais pas cette sociologie-là. On fait pas cette sociologie. On pense que les gens sont très intelligents. Et on pense notamment que les gens qui prennent soin des choses, comme des personnes évidemment, mais sont expertes à leur manière. Elles ont une vraie expertise, en fait, dans plein de domaines. Et on écoute cette expertise et on vient pas nous raconter un truc en plus. On l'a dit peut-être avec d'autres termes. On essaye de la vocaliser, on essaye de l'amplifier éventuellement. On la fait circuler ailleurs. Mais on n'essaye pas de la remplacer et on n'essaye pas de dire que les gens se trompent parce qu'en fait, ce qu'ils pensent, c'est contrôlé par autre chose. Je caricature de manière de faire de la sociologie, mais c'est important parce qu'on est quand même parti d'un geste qui est de dire que si on accompagne, qu'on observe les mainteneuses et les mainteneurs, donc les gens qui s'occupent des choses pour qu'elles durent un peu, on découvre en fait tout un tas de choses que nous, deux hommes blancs cinquantenaires dans la région parisienne, avec une histoire particulière évidemment,
ne savons pas faire, ou peut-être plus faire, ou que nous ne soupçonnons pas de la vie des choses, de ce qu'il faut faire pour que les choses continuent à être ce qu'elles sont, etc. Donc il y a une idée un peu d'enseignement aussi éthique et politique issue des pratiques de maintenance que nous on observe, on fait une sociologie, on fait donc de l'observation beaucoup, on prend des photos, là j'en ai pas apporté cette fois-ci pour changer, pas pourquoi, je me suis dit que j'allais changer, je vous ferai des gestes. Et puis je pourrais envoyer un PDF avec des photos si vous voulez. C'est pour changer un peu. Donc voilà un peu le cadrage, notre posture et ce qu'on s'amuse à faire. Et on le fait en fait avec de plus en plus de collègues, un peu partout dans le monde. Alors c'est quand même très... il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions dans les pays du Sud. Je sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer, mais on s'intéresse plutôt à l'idée justement d'aller voir ce qui se passe dans les pays du Nord, parce qu'il y a une tendance un peu à croire que c'est les pays du Sud qui ont un problème avec les infrastructures qu'il faut sans arrêt entretenir, ou les objets qui marchent pas, etc. Et on voulait un peu resymétriser tout ça. Mais il y a beaucoup de collègues, donc il y a une espèce de communauté. Et du coup, dans le bouquin, on raconte aussi, enfin, on fait un peu se balader les lecteurs et les lectrices dans les travaux de ces collègues-là, parce qu'ils sont sur des objets complètement différents. Donc vous avez les panneaux du métro et le corps de Lénine dans le même chapitre d'ailleurs, parce que l'histoire de comment est-ce qu'on entretient le corps de Lénine, c'est quelque chose. Mais vous avez voilà des bâtiments, des hôpitaux, des œuvres d'art, des téléphones portables évidemment, des ordinateurs, etc., avec l'horloge du Panthéon, dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, qui a été réparée en secret pendant un an par un collectif de réparateurs clandestins, ou de conservateurs clandestins. Donc je vais essayer de balayer deux choses principales du livre, en tirant un peu les fils, et puis je conclurai sur deux points un peu plus philosophiques, mais encore une fois, pour nous, c'est les mainteneurs qui nous apprennent à faire de la philosophie et non pas l'inverse. Mais la règle du jeu, même si je suis bavard et même si ma voix va sans doute peut-être pas tenir jusqu'au bout, mais la règle du jeu donc, c'est que les gens qui sont ici au hasard et qui ont l'habitude de faire attention à ce qui se passe sur ce bateau, notamment sur le plan matériel et technique, n'hésitez pas à m'interrompre, voire voilà, je pourrais essayer d'ouvrir un peu de temps en temps pour compléter, pour illustrer, pour réfuter. Il se trouve que on l'a fait plusieurs fois ça, notamment dans les hôpitaux d'ailleurs, et dans des lieux d'art, de discuter en parallèle avec des mainteneurs et des mainteneuses, et voilà, et qui ont toujours des super histoires à raconter. Je reviendrai un peu sur la question des histoires. On en avait parlé un tout petit peu la dernière fois, cette histoire de à qui on raconte les histoires aussi, à qui on accepte de les raconter, à qui on n'accepte pas de les raconter. Bon, voilà pour le cadrage un peu général. Et donc je vais je vais parler de deux choses principales. Je vais parler de la fragilité. Je vais essayer de déplier un peu ce que ça veut dire de cette question de la fragilité matérielle. Le premier truc en fait nous qui nous a sauté aux yeux, c'est que je vous voyais les panneaux, vraiment on disait ils tiennent parce qu'ils sont solides. Et il suffit de faire 2 heures une tournée avec les mainteneurs, ou de faire une ouverture de station à 5h du mat, 5h30 du mat, avec les gens qui ouvrent les stations, comme ici on ouvre le bateau, on n'a plus la même histoire. Parce qu'en fait, on découvre que les panneaux sont fragiles. Ils ont une forme de fragilité. Et en fait, on va essayer de tirer ce fil-là et dire que ça veut dire si on se rend compte, ou on reconnaît, ou on accepte que les choses ont une forme de fragilité. Et puis le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'activité même de maintenance comme une enquête. Comme une enquête au sens pas policière, mais une enquête matérielle. On essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye de se débrouiller. C'est une forme d'action très particulière avec la matière ou avec la technologie. C'est pas systématique, mais et si vous avez vu évidemment le troisième de la première trilogie sur sur la demande de Nicolas Philibert, parce que peut-être qu'il y aura peut-être 3 préquels avant. Donc la machine à écrire et autres formes de tracas, on a une très belle illustration de ce genre d'enquête qui revient régulièrement. D'ailleurs, qui se résout sur la machine à écrire en particulier, qui se résout d'elle-même, juste parce qu'on a enquêté, parce qu'il a suffi d'enquêter. Mais ce qui est super, enfin, moi je pense que c'est assez vertigineux le type de lien qu'on peut faire, et que justement, si on interrompt pendant un temps, parce qu'il ne faut pas le faire jusqu'au bout, la distinction entre les êtres humains et les choses, sans tomber dans le mysticisme. Mais alors, donc,
La première chose qui est vraiment flagrante, c'est si vous accompagnez un jour un mainteneur ou une mainteneuse qui vraiment fait son métier, on va dire, parce que quand c'est le métier des gens, c'est quand même encore plus flagrant, ou quelqu'un qui fait, voilà, qui s'occupe de différentes choses, on se rend vraiment compte, ça saute aux yeux que le monde est fragile, que le monde matériel est fragile. Alors c'est des formes de fragilité qui sont pas forcément urgentes, mais c'est une forme de fragilité qui est super intéressante parce que c'est pas celle qu'on a l'habitude de voir quand on est, on va dire, dans un pays riche, dans une zone riche d'un pays riche, où on vit entouré de choses qui sont réputées pas fragiles, ou en tout cas pour lesquelles on peut se dire qu'on peut compter sur elles sans qu'il y ait de problème. Et on n'en se rend compte que quand elles tombent en panne véritablement, quand elles se cassent. C'est un grand classique. Le pont de Gênes a créé tout un tas de, le fait qu'il soit tombé a créé tout un tas d'enquêtes, de rapports, puis d'inquiétudes, pour se dire mince, mais en fait peut-être tous les ponts sont comme ça, etc. Et ce serait vrai de plein d'autres choses. C'est les grands accidents qui révèlent une espèce de fragilité, mais du coup qui est événementielle, qui est un choc, quoi, qui est parfois super intéressant parce qu'elle peut donner vraiment des choses, des transformations radicales. Mais la fragilité à laquelle qu'on découvre quand on accompagne les mainteneuses et des mainteneurs, c'est que c'est une fragilité beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus routinière en fait, et beaucoup plus quotidienne. C'est un peu une évidence de dire que tout est fragile un peu, enfin voilà, que les choses s'usent et tout ça, c'est pas la grande révélation. Par contre, quand même le fait de le prendre au sérieux, le fait de dire d'admettre que les choses s'abîment, que les choses s'usent, qu'elles se cassent et elles marchent pas, comme le point de départ, comme la routine, c'est ça qui est normal en fait dans la vie, et qu'on s'en rend assez peu compte, ça change pas mal de choses. Et ça m'a frappé évidemment parce que c'est le point d'entrée. C'est à la fois le point d'entrée du collectif de l'orchestre ici, mais c'est le point d'entrée vraiment très clair du film que Nicolas Philibert a consacré aux activités. C'est que, mais même en faisant le point d'entrée, c'est quand même difficile, je pense, de le réaliser, de le verbaliser en disant les trucs marchent pas. Si vous faites la liste de nombre de choses qui n'ont pas fonctionné depuis ce matin, avec lesquelles vous avez vécu ou fait des choses, vous verrez qu'il y en a un petit paquet. Alors c'est pas des énormes problèmes, hein, c'est des petites choses. Effectivement, quand on utilise Zoom et tout ça, maintenant on a une démultiplication possible de tout ce qui peut ne pas marcher, notamment avec le numérique. Mais pas que. Puis c'est pas grave. On parle pas justement de trucs qui vous ont coincé ou qui vous ont. Mais c'est juste des trucs, ça fonctionne pas tout à fait comme c'est prévu que ça fonctionne. Mais ça, c'est un truc qui reste vraiment dans l'arrière-plan de l'expérience. En particulier de l'Occident et dans les zones riches de l'Occident, évidemment. Mais c'est un point absolument essentiel. Et c'est en fait le premier lien, on va dire théorique et politique, avec les théories du soin, avec les théories du care. Parce que une des premières choses que les féministes théoriciennes du soin, et notamment Carol Gilligan, qui vient de ressortir un livre les 40 ans ou les 50 ans de son premier, je me souviens plus, une voix différente. Puis après beaucoup d'autres, et Tronto, notamment John Tronto, qui a écrit Moral Boundaries, mais qui s'appelle Un monde vulnérable, je crois, en français. Et la première chose que disent les théoriciennes du care et du soin, c'est de dire tous les êtres humains sont fragiles. Tous les êtres humains sont vulnérables. Il y a des degrés de vulnérabilité, évidemment, et c'est important de le reconnaître. Par contre, il y a pas de conditions saines de l'être humain qui seraient par essence solides et sur laquelle il n'y aurait pas besoin d'intervenir à un moment ou à un autre. La fragilité, c'est la condition commune, en fait. La vulnérabilité, dans les théories du soin, on parle plutôt de vulnérabilité. Et en France, vous avez Sandra Logier, par exemple, qui a écrit dessus, ou Pascal Molinier, qui ont toutes les deux fait des choses passionnantes sur ces questions-là. Et en fait, c'est la première fois où on s'est dit que ça ressemblait à ce que nous, on voyait en allant voir les mainteneuses et les mainteneurs, c'est qu'en fait, quand on faisait la tournée du métro, puis après, je l'ai fait sur l'eau avec un autre collègue sur les réseaux d'eau, la tournée de supervision qu'on fait quand on est mainteneur ou mainteneuse consiste à dire, je vais repérer des signes de fragilité, je vais les prendre en considération, je vais faire quelque chose avec, etc. Mais c'est normal, c'est pas dramatique, c'est comme ça. Les choses, elles sont comme ça. Donc je vais les recenser. Et ce qui fait très bizarre quand on passe du côté quand on switch entre être usager d'un truc et suivre les mainteneurs. Et il n'y a pas, y compris pour les choses, les choses ne sont pas inertes.
elles n'ont pas un statut, les objets techniques, quels qu'ils soient, n'ont pas un statut où elles ne bougent jamais, elles se transforment pas, qui serait le statut sain, l'équivalent du statut sain de l'être humain. Alors quand même pour l'être humain, enfin, c'est pas à vous je vais l'apprendre, mais on sait tous que effectivement ça marche pas très bien cette idée qu'on serait sain et qu'on basculerait dans un monde, dans quelque chose qui est de l'ordre de la fragilité. Évidemment, il y a des degrés, évidemment, il y a des formes de bascule, mais sur le plan biologique, sur le plan physiologique, ce sont des choses on est plutôt dans l'ordre de la dégradation. En tout cas, la dégradation est quelque chose de normal. C'est la même chose avec les choses et avec les objets. Et c'est quand même, que je disais tout à l'heure, c'est pas anodin de le reconnaître, parce que ça rompt avec une culture matérielle qui est la nôtre, avec tous les guillemets qu'il faut donc mettre à nôtre, qui serait celle de la modernité occidentale riche, qui est celle d'une présentation d'un bel objet. C'est un objet qui est nickel. Un collègue qui s'appelle Steve Jackson est bright and shiny, il est brillant, il est absolument nickel. Et quand on parle aux architectes et quand on voit ce que certains architectes font, comme genre d'objet, qui se permettent de faire comme genre d'objet, et les conditions de félicité de leurs objets, qui sont des gros objets, hein, des bâtiments. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont considérer qu'ils sont normaux, qu'ils sont bien. Ils sont très souvent, notamment depuis l'ère, mais je pense qu'on est dans des mélanges, mais du minimalisme, de la transparence et du vert notamment, dans l'idée de formes très pures et d'objets qui sont toujours impeccables. Les immeubles, en architecture, dans leur mode d'existence qui est la photographie en général, un des modes de leur existence, sont pour beaucoup absolument nickel. Et si on se met à les voir sous un autre aspect, on va pas tout à fait être dans le contrat qui est prévu. Alors évidemment, c'est certains architectes qui sont plus souvent des hommes, mais c'est un point vraiment radical, et d'ailleurs c'est une critique qui est faite en partie de l'intérieur de l'architecture, mais pas uniquement. Évidemment, on a des Mac, j'ai un iPhone, j'ai honte, mais j'ai un iPhone. Apple est très susceptible à l'idée que je change pas n'importe comment mon iPhone en le réparant comme j'aurais envie de le réparer, pour qu'il reste un iPhone. Et un iPhone, Apple fait vraiment partie de ces tendances du design où les choses doivent être nickel, toujours absolument impeccables. Ils préféreront avoir tendance à remplacer les choses et à ce que ce soit toujours impeccable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc si on sort de ça, si on accepte que les choses sont fragiles? On accepte l'usure. On accepte que les choses s'usent. Pas forcément qu'elles se cassent brutalement, mais qu'elles s'usent. Alors, ce qu'on sait faire sur certains trucs, la question de la patine, par exemple, c'est de l'usure super valorisée dans certains endroits, mais c'est une usure quand même bien contrôlée. Mais on accepte quand même que les choses s'usent. Et on compose un peu avec cette usure. Mais là aussi, c'est une question vachement compliquée. Je reviendrai un peu après, mais justement, je discutais avec le responsable de la maintenance du CHU de Montpellier, et qui disait qu'il était sans arrêt à se battre avec les usagers de son CHU, donc les médecins, les aides-soignantes, etc., en disant, mais attendez, là, vous me demandez de faire des choses, mais vous voulez... le choix, c'est on vit dans un truc qui est tout le temps neuf, ou on vieillit ensemble avec le bâtiment. Et on accepte que le bâtiment vieillisse, qu'il soit pas toujours nickel, ça fait partie de la vie du bâtiment. Ce qui est vraiment pas une mince affaire. Et je rebondirai un peu là-dessus tout à l'heure parce que c'est évidemment pas une question simple, mais qui est quand même un peu cette espèce qui donne bien à voir le fait que on pourrait avoir envie, on pourrait prétendre, ou certains usagères pourraient considérer qu'il faut que les choses soient effectivement tout le temps nickel, tout le temps neuf, tout le temps nickel. Comme si on mettait à l'arrière-plan et qu'on reconnaissait pas surtout le fait que les choses s'abîment et vieillissent. Alors que dès qu'on accompagne la moindre équipe de maintenance, on voit très bien qu'effectivement maintenir, c'est plutôt accompagner l'usure et reconnaître l'usure. C'est le collectif Rotor justement, qui sont des architectes belges, qui sont parmi les pionniers du réemploi aussi, de la réutilisation des matériaux du bâtiment qu'on démolit, qui utilise cette idée là de la diplomatie de l'usure, ou d'y faire avec l'usure, en prenant plein de photos, en essayant de catégoriser les types d'usure et en montrant pourquoi il y en a que dans certains endroits on considère comme inacceptables. Et puis
accepter bah, donc les choses vieillissent, s'abîment. En fait, il y a un terme aussi très simple qui consiste à dire c'est être réaliste, quoi. C'est juste regarder ce qu'on a sous nos yeux. Et il y a Becca et Lemoine, qui sont deux architectes qui font des films et des photos et des beaux livres, surtout des films en fait, qui ont fait leur premier film, c'était sur une maison designée par Koulas, le film s'appelle Koulas House Life. Qui est la maison en fait du papa de Anne Lemoine, elle s'appelle, je crois, avec Becca Lemoine, je pense que c'est Anne Lemoine, Louise Lemoine. Je veux dire, ouais, je crois que c'est Louise Lemoine. Qui petite avait l'habitude de voir les photos donc de la maison où elle habitait, qui était une maison faite par Koulas, dans les magazines d'architecture, et qui disait mais ma maison c'est pas ça du tout, c'est pas vrai, elle est pas comme ça ma maison. Et donc ils font un film où on suit Madame Acedo Guadalupe Acedo, qui passe son temps à prendre soin de cette maison-là, à la nettoyer. On voit aussi un technicien à un moment donné qui répare des choses. Et en fait, on voit... Et le film, c'est un contraste entre des images qui ressemblent à des photos d'architecture où le côté bright and shiny, c'est-à-dire vraiment la maison est impeccable et elle ressemble à quelque chose qui serait dans un magazine d'architecture. Et le contraste, c'est en fait la vraie vie de la maison. Et il y a pas très longtemps, elle était invitée dans un podcast où elle disait « Moi, le truc simple, c'est juste je voulais un sens de la réalité. Je voulais juste raconter ce qui se passe en vrai, entre guillemets, dans cette maison. » Et donc, montrer cette maison qui fuit en partie, avec le machin très beau. Il y a une espèce de... Il semble qu'il y a une fenêtre qui se ferme avec un bloc de béton en cercle qui s'ouvre. Et en fait, bah, c'est toujours, ça marche qu'à moitié, ça marche rarement. Et elle voulait raconter, et pas non plus comme un drame, c'était pas une dénonciation, c'était juste, c'est ça la vie de la maison, c'est ça la vraie maison. C'est pas une maison figée dans une photo qui en montre une version complètement irréaliste. Donc, on fait avec l'usure et on a un sens du réel, quoi, entre guillemets. On a un sens du réel. Ça, c'est une première version de se dire, en fait, les choses sont fragiles. Puis il y a une autre version qui est fondamentale, c'est qu'on se met à reconnaître le fait qu'il y a ce qu'on appelle le peuple des choses dans notre livre. Il y a des gens qui s'occupent de ces choses-là. Donc le grand geste de Koulas House Life de Becca et Lemoine, c'est qu'on suit Guadalupe Acedo et qu'on la voit et qu'on dit mais elle est incroyable. Effectivement, la maison tient pas si elle est pas là. Donc c'est une maison qui s'est arrêtée, qui est devenue un bâtiment, enfin un monument, je sais plus exactement qui est classé parce que le papa de Louise Lemoine est décédé assez rapidement, et on la voit qui s'occupe de cette maison tout le temps. Et on se dit, ah ben oui, non, mais en fait, si on veut raconter l'histoire de la maison, non seulement il faut dire qu'elle est fragile et qu'elle s'abîme, en fait, il faut dire que la maison, c'est ce qu'on considère comme la maison, c'est un agencement de l'architecture dessinée par Koulas, de la vie matérielle de cette maison qui s'abîme, et de Guadalupe Acedo, comme Gaël fait partie complètement, dans cette perspective-là, de l'existence de la Damante, en tant qu'objet matériel, et plein d'autres gens, j'imagine, parce qu'ils s'en occupent. Et qui sont là pour, notamment, en fait, prendre en charge la fragilité. C'est-à-dire la reconnaître déjà et prendre en charge la fragilité matérielle de la chose. Donc, pour que ces choses-là durent, grosso modo, le fait qu'elles continuent d'exister, pour le dire dans des grands termes, le fait qu'elles continuent d'exister, c'est parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Donc, il y a un peuple de choses. Alors c'est intéressant à plusieurs titres, c'est déjà intéressant parce qu'en fait en général quand on essaie de repeupler un peu l'histoire des choses, on parle des concepteurs, bon, par exemple des architectes, puis après on parle, déjà c'est bien en architecture quand on parle des habitants, ça dépend des écoles d'architecture, enfin déjà c'est pas mal, mais on parle des habitants, ou on parle des designers, on parle des usagers. Et on fait des liens entre les deux, et on dit, bah, les premiers ont pas assez pensé aux autres, ou les autres sont aussi un peu des designers, parce que machin, etc. Et en fait, les gens, les mainteneuses et les mainteneurs sont en général, alors parfois c'est aussi des usagers, hein, puis parfois c'est des concepteurs qui font, mais c'est quand même un monde entier qui est à l'interstice de la conception et de l'usage. Et qui aligne souvent les deux. Qui peuvent être un peu porte-parole des concepteurs, et qui peuvent être aussi un peu porte-parole des usagers, et qui se débrouillent pour que le machin, effectivement, continue d'exister, à la rencontre de ces deux mondes. Et ça, c'est, alors pour parler là, pour le coup, pour reprendre ma casquette de sociologue et de sociologue des techniques, c'est vraiment des personnes, un monde entier dont personne n'avait parlé il y a 10 ou 15 ans. Quoi. Très peu. Il y a quelques super bouquins qui étaient sortis ici ou là, notamment un très beau livre sur les réparateurs de photocopieurs. Mais en fait, c'est comme s'il n'existait pas. Quoi. Et d'ailleurs, c'est frappant parce que quand on est sociologue et qu'on vient dire, bah, je voudrais vous accompagner, vous suivre, etc., on peut avoir des phrases du genre, mais pourquoi vous n'allez pas voir des gens ?
qui dit assez bien quand même cette espèce d'absence d'invisibilité. Enfin, c'est un peu plus que de l'invisibilité, je sais pas si on aura le temps d'en discuter, parce que c'est souvent des gens qu'on voit quand même, hein, ils sont là. Il y a des fois on organise leur activité pour qu'on les voit pas beaucoup, mais quand même ils sont là. Alors, je continue de tirer le fil de cette question. Dire que les choses sont fragiles, c'est en partie découvrir, entre guillemets, ou redécouvrir qu'il y a des gens qui s'en occupent. Mais donc aussi, ça veut dire que y a quasiment rien dans les objets techniques, dans les choses qui nous entourent, qui est autonome. Et ça aussi, c'est la grande leçon des théories du soin féministes, qui est reconnaître l'interdépendance, reconnaître qu'on a tous besoin d'autres personnes pour exister, pour naître, pour vieillir, pour être accompagné quand on est malade, etc., etc. Et donc c'est un grand débat dans les théories du soin de refuser l'autonomie comme l'espèce d'horizon absolu de la bonne santé des gens. Ça a été très discuté évidemment d'un point de vue politique, parce que avoir des gens autonomes, responsables donc, et capables de faire des choix, etc., et donc redevables aussi des décisions qu'ils prennent, ça fait partie d'un modèle d'organisation de société qui est discutable. Mais ça va plus loin que ça, parce que quand même aujourd'hui encore, si on regarde la loi du retour à la maison notamment, ou je sais plus comment s'appelle cette loi qui vient de passer là sur le maintien au domicile le plus longtemps possible, notamment des personnes âgées, vieillissantes, l'autonomie c'est vraiment encore quoi, la pierre de touche de tout le dispositif. Et c'est vrai que c'est difficile de dire non mais faut pas qu'il soit autonome. Si, c'est bien d'être autonome. Mais ce qu'ont dit les théoriciennes du soin quand même, c'est qu'il faut penser une autonomie qui assume les interdépendances, qui ne laisse pas de côté le fait qu'on a besoin de personnes. Alors, notamment parce que justement, sinon, ça fait disparaître les gens qui s'occupent de ces personnes-là, et ça les rend encore plus maltraités, mal payés, leur expertise n'étant pas reconnue, etc. Mais alors, ça évidemment, c'est éminemment politique, c'est une question très sensible. Mais si vous rebasculez ça du côté des choses, c'est un petit peu moins sensible, mais malgré tout. Le grand débat qu'on a sur le nucléaire aujourd'hui, par exemple, s'il fait l'impasse sur la maintenance, il est très compliqué. Déjà, il fait l'impasse sur les déchets. Mais s'il fait l'impasse sur la maintenance, sur les conditions dans lesquelles on maintient, et on peut maintenir les centrales nucléaires, c'est vraiment compliqué, parce qu'en fait, c'est très très difficile d'entretenir et de maintenir une centrale nucléaire. Notamment parce qu'il faut s'approcher. En fait, ça mange des êtres humains, quoi, ces infrastructures-là. Mais c'est vrai de plein de choses, là. Je vais pas mentionner des architectes bon, il y a un ouvrage pas loin du périphérique qui est apparu il y a pas très longtemps, il est pas nettoyable. Et comme c'est pas loin du périphérique, c'est compliqué parce que ça attrape un peu de la poussière noire quand même. Et comme il est un peu penché, comme ça notamment, c'est super compliqué de mettre quelqu'un qui. Mais voilà. Et puis, évidemment, les véhicules autonomes, etc., tous ces machins qui se disent être autonomes, bon, on le sait sans le savoir qu'ils sont pas autonomes, mais toute la prétention à l'autonomie de la technologie, qui est une autre manière de voir la question de l'autonomie que la version sanitaire et de subjectivation, on va dire. Elle tire un fil qui est quand même super intéressant, parce qu'à chaque fois on peut se dire mais pour que ce machin-là existe, combien de gens il va falloir pour qu'ils s'en occupent, dans quelles conditions est-ce qu'ils vont travailler, comment on va pouvoir être sûr que le truc fonctionne encore, etc., etc. Donc c'est une question assez vertigineuse, et ça invite aussi systématiquement à avoir une petite lumière qui s'allume pour dire attention, autonome, warning. Par contre, assumons les interdépendances. Voilà, assumons les interdépendances. Et nous, de notre côté, ça veut juste dire qu'à chaque fois qu'on parle d'objets, de choses, on essaye de se dire, attends, mais du coup, c'est qui sont les personnes qui s'en occupent? Qui sont les personnes qui s'en occupent? Et puis éventuellement, dans quelles conditions elles travaillent, pour combien elles sont payées, etc. Alors, je continue un peu sur la fragilité en ouvrant un autre truc un peu plus philosophique, donc on voit si moi j'y arrive déjà avec mon rhume, et si vous endormez pas. Mais bon. Il y a un autre point intéressant, c'est que fragilité, pour le dire autrement, de la maintenance, c'est pas de la résilience. Voilà, pour utiliser un terme qu'on n'aime pas non plus. Pourquoi? Parce que la résilience, c'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui, qui met en avant l'idée d'un choc. La définition de la résilience, c'est il y a un choc, et la chose, ou la personne, ou la ville, c'est beaucoup utilisé
ou le bâtiment, est capable de revenir, de retrouver sa forme initiale, grosso modo. Mais ça présuppose l'idée d'un choc. Ça va complètement avec. La résilience, ça va avec. Et une partie des sciences des matériaux, quand ils parlent de fragilité, ils disent ça, fragilité. Le contraire de la fragilité, en fait, c'est la ductilité, c'est-à-dire un truc qui est suffisamment souple pour retrouver sa forme. C'est-à-dire pas la rigidité. D'ailleurs, le contraire de la fragilité, c'est pas du tout la rigidité, c'est au contraire la ductilité. Pour retrouver sa forme. Il y a quelque chose dans ces termes, dans ces images. Il y a plein de débats sur résilience. Je rentrerai pas dans les débats sur le néolibéralisme, tout ça, etc. Mais il y a plein de choses intéressantes qui présupposent quand même un retour à une sorte de normal. Et donc à un statu quo un peu. Pas complètement, parce que on n'est pas idiot quand même quand on utilise ces termes-là, mais quand même il y a quelque chose d'un petit peu de l'ordre du statu quo. Alors que la fragilité qu'on voit de n'importe quel, si on prend ce parquet, si on prend les peintures noires de cette table, etc., il aurait rien arrivé de grave, peut-être, mais en tout cas la fragilité dont on parle et qu'on observe, à laquelle on fait attention quand on entretient des choses, c'est une fragilité qui est beaucoup plus, comment dire, subtile, et qui est une fragilité qui présuppose pas un choc de l'extérieur. Elle est presque intrinsèque, elle est presque de l'ordre du développement des choses, qui continuent de se transformer de manière permanente et qui ont cette fragilité-là. Donc pour les dire autrement, c'est une fragilité qui assume le fait qu'il faut accompagner les choses pour qu'elles continuent d'exister. Une fragilité du devenir, pour aller jusqu'au bout de la version philosophique de cette histoire. Bon, ça c'était, j'arrête, ça 2 minutes sur la truc philosophique, mais c'est assez passionnant quand on suit les choses, et après quand on va avoir vraiment certains jouets, je vais vous finir par vous raconter d'autres histoires aussi. Le dernier point sur lequel je voulais insister sur cette question de fragilité, c'est qu'en fait ça peut être très politique après. C'est-à-dire que c'est un opérateur aussi pour poser des questions très politiques, très concrètes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une chose absolument essentielle qu'il faut se poser, c'est d'accord, bon, les trucs sont fragiles, ils se transforment sans arrêt. Comme dit le gars du CHU de Montpellier, est-ce qu'on accepte de vieillir avec le bâtiment ? Mais la question cruciale de ça, c'est, mais d'accord, mais jusqu'où, quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi l'acceptable de la transformation, de la fragilité ? Et si on dit, bah oui, le bateau est fragile, on assume qu'il est fragile, bah oui, il prend l'eau un peu, bah ouais. Mais non, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Il y a des trucs qui sont pas acceptables. Il y a des trucs, donc, en fait, d'accepter cette question de la fragilité, ça repose aussi d'une manière un peu différente, parce qu'il faut en débattre de l'état normal. C'est quoi l'état normal, ou souhaitable, ou acceptable de n'importe quelle chose? Je disais, voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment le débat. John Deere aussi fait ça avec les tracteurs. L'état normal du téléphone Apple pour Apple, ou l'état normal du tracteur John Deere pour John Deere, il a des critères très particuliers qui sont pas ceux de plein d'utilisateurs du téléphone Apple. Notamment si vous allez en Ouganda. Hier, je discutais avec quelqu'un qui est dans les ateliers de réparation de téléphone Ouganda. Vous verrez que d'autres manières de faire exister un téléphone Apple, par exemple, tel qu'Apple vous le voudrait. Dans les fermes, on connaît ça par cœur depuis très longtemps. On n'a pas besoin d'aller en Ouganda. On sait très bien que dans la ferme, le tracteur, il a des formes d'existence normales, acceptables, qui sont quand même... Mais sauf que John Deere, par exemple, qui est la plus grosse marque de tracteurs, a empêché ça et continue de l'empêcher pendant longtemps, avec tout un tas de dispositifs qui en fait luttent autour de plein de choses, mais notamment de cette idée de qu'est-ce que c'est qui est normal, qu'est-ce que c'est qui est acceptable. Donc, les choses sont fragiles, mais politiquement, il faut se demander jusqu'à quand est-ce qu'on accepte leur transformation, jusqu'à quand elles sont fragiles. Ça, c'est la première chose. Jusqu'où on va, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Deuxièmement, à quel prix ? Évidemment, ça coûte combien de le réparer, ça coûte combien de l'entretenir, ça coûte combien de le repeindre pour qu'il soit toujours nickel, par exemple, ou on dit bah non, c'est pas très grave si c'est pas nickel. Ça coûte combien d'avoir par exemple des laveurs de carreaux sur les bâtiments en verre de Dubaï, où il y en a un qui est très connu parce que justement en fait pendant les 305 jours de l'année, il y a toujours des nettoyeurs. On peut pas, il faut en mettre beaucoup plus et ça ferait trop parce qu'on ne pourrait pas faire de photos où on les voit pas à un moment donné. Le but du jeu, c'est de faire des photos. Donc, alors, à quel prix ? Évidemment, à quel prix d'argent, mais à quel prix de conditions de travail ? Je vous disais, le nucléaire, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que pour vraiment faire de l'entretien et de la maintenance dans le nucléaire, c'est les ouvriers des techniciens nucléaires qui prennent le plus de radiation. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils ont pris leur seuil et ils peuvent plus travailler.
Et si vous avez un peu suivi, il y a un énorme sujet dans le nucléaire aujourd'hui sur ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte. On a découvert qu'il y avait un énorme pépin. On ne sait pas voilà, si on le savait ou pas, mais en fait, bon, voilà, il y a un pépin avec le nucléaire. Et en fait, pour vérifier s'il y a de la corrosion sous contrainte dans les usines actuelles, près des réacteurs, si on le fait sans tout arrêter, c'est une personne et elle fait ça un jour et elle a pris sa dose pour toute sa vie. Donc c'est complètement, enfin l'échange, la question de l'équilibre de ça est extrêmement complexe. C'est vraiment très difficile de savoir, mais du coup jusqu'où on va. Du coup on a d'autres techniques, mais dans le nucléaire évidemment c'est le plus flagrant, mais il y a des mainteneurs sur notamment des grandes infrastructures, etc., qui meurent chaque année. Bon, il y a des travailleurs qui meurent chaque année. En France, on est les champions d'Europe, hein, donc là-dessus, on est quand même assez balèze, mais qui meurent d'entretenir les choses. Donc, quand je dis à quel coût aussi, c'est ça, c'est-à-dire, et puis à quel coût, à quel trouble musculo-squelettique, c'est souvent quand même des activités qui sont pas de tout repos, qui sont coûteuses parce que justement, certaines choses sont pas fichues tout à fait de la bonne manière. J'y reviendrai, donc il faut se rentrer, se coincer, machin, etc. Bon. Ça aussi, c'est une vraie discussion importante et politique. Puis il y a un autre, à quel prix, c'est à quel coût environnemental. Parce qu'il y a plein de maintenance qui est pas terrible, quoi, quand même. Hein. Vous allez, la maintenance sur laquelle on préfère taper, mais qui est compliquée quand même. Alors, il y en a une, nous on est allé voir aussi les effaceurs de graffiti, parce que l'effacement des graffitis dans les villes de Paris, dans plein de villes du monde, c'est considéré comme de la maintenance urbaine. Comme tous les sociologues allaient voir les graffeurs, on est allé voir les effaceurs. Et c'est absolument passionnant. Je sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Mais un truc qui est sûr, c'est le produit qu'ils appellent le bio. Il est peut-être plus bio qu'il y a 20 ans ou 15 ans, mais il n'est pas bio quand même. Hein. Certains trucs, il faut de la chimie pour enlever un graffiti. Et donc là, on est vraiment typique du genre, mais vous êtes sûr que vous voulez effacer les graffitis, c'est si grave que ça? Et ça coûte quoi? Alors ça coûte quoi en termes de santé des travailleurs? Parce que c'est pas facile d'effacer les graffitis. Mais ça coûte quoi aussi? Ah, c'est bon. Mais ça coûte quoi aussi ça coûte quoi en termes de produits chimiques? Qu'est-ce qui va dans les égouts? Les musées, qui est un vrai lieu de maintenance, c'est de la conservation artistique, mais c'est de la maintenance. Ça marche? Ah oui, il faut remettre le micro. Ça avait coupé, c'est ça? Les musées, en termes environnementaux, c'est une catastrophe. C'est 80% à peu près des espaces des musées, c'est pour la conservation, c'est les réserves, et c'est des grands frigos, c'est des trucs avec de l'air qui circule tout le temps, parce que c'est des choses bizarres, les œuvres d'art, on veut les faire garder, on veut les faire durer très très longtemps, on peut pas remplacer des petits bouts comme ça, c'est un peu différent qu'un endroit comme ici. Ça a un coût environnemental énorme. Et on est quand même pas loin d'un moment, enfin les musées sont en train de se poser cette question-là, c'est quoi la balance, quoi? Comment on fait pour décider? On garde pas, parce que ça coûte quoi? Et donc on voit bien que c'est qu'en fait, on est sur la maintenance de l'environnement, la maintenance des œuvres d'art, et que du coup, on se pose ces questions-là aussi, hein, qui sont en fait complètement interconnectées, quoi. On se les pose plus ou moins pour l'instant. Puis dernier point politique, je rebondis sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est normal. Évidemment, pour qui? Qu'est-ce qui est acceptable pour qui? C'est-à-dire de qui on se préoccupe pour dire que c'est acceptable ou pas. Donc ça, c'est une question fondamentale parce qu'il y a plein de manières de la poser. Déjà, qui est autour de la table quand on discute de ça? Qui est là pour en parler? Qui est là pour dire non, mais moi, je pense que ce serait bien que? Qui représente quoi? Qui est le porte-parole de qui? Qui a le pouvoir d'imposer un état normal aux choses et à quel titre? Notamment sur les questions esthétiques, par exemple, sur les questions de je veux que ce soit absolument impeccable et donc ça va coûter tant et on va le faire comme ça. Ou au contraire, on s'en fout, on peut le laisser, c'est pas grave. Qui fait ça quand il y a des décisions? Des fois, c'est pas des décisions aussi fortes, évidemment, hein, mais quand il y a des décisions, la question est de savoir qui est autour de la table. Et puis, l'autre question, c'est du coup qui s'en occupe, quoi. Évidemment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va le faire? Qu'est-ce qui va starter de le faire? À qui est-ce qu'on va le confier? Et il y a une question qui est très forte que John Tronto pose dans son livre sur le care, donc sur le soin des personnes. Elle dit, on peut essayer de se demander aussi qui sont les gens qui ont le luxe de jamais prendre soin des autres. En fait. Et on peut faire ça sur les objets techniques. Qui sont les gens qui ont le luxe de jamais se préoccuper de l'état des choses avec lesquelles ils vivent? Et je rigole parce que moi, je suis à l'école des mines, donc une grande école. J'ai des collègues économistes.
J'espère qu'ils regarderont pas, mais j'ai chambré de toute façon direct. Il m'a dit, j'ai regardé ton livre, c'est génial, mais tu sais, moi, mon vélo, je m'en fous complètement, je m'en occupe pas, mes chaussures, machin. J'ai dit, mais c'est normal. Tu es exactement le genre de personne qui peut se permettre de pas se préoccuper de tout ça. Après, en fait, on est nombreux dans cette partie-là de la planète et dans ces endroits un peu riches à avoir appris à être insouciant, en fait, de ces choses-là. Parce qu'on nous a dit que le confort, justement, c'était de pas s'occuper des choses. Aux alentours du début 20e, fin 19e, il y a Jeanne Guin qui a fait des travaux super intéressants sur ça. Et puis d'autres qui racontent que l'invention du jetable, notamment, c'est pas la démolition de l'architecture, mais il y a un peu de ça derrière, l'invention du jetable, l'invention des trucs c'est l'invention de l'insouciance. Il y a vraiment, si vous regardez il y a des pubs pour les rasoirs jetables, par exemple, qui disent, vous les affûtez pas, vous les remplacez pas, vous remplacez pas, vous les jetez. C'est super. Et il n'y a pas très longtemps, il y a Delphine Saltel qui fait un super podcast Vivons heureux avant la fin du monde, qui nous avait interrogé. Et elle s'était dit, c'est vrai que c'est bizarre, elle a appelé son père. Elle fait un truc, c'est toujours un podcast très original, elle appelle son père, elle fait, mais papa, mais pourquoi tu m'as pas appris à faire... Parce que toi, tu savais faire des trucs, on était dans un truc un peu rural, tu savais faire plein de choses, pourquoi je sais rien faire, moi? Et il lui dit, parce qu'on voulait pas que vous vous embêtiez avec ça. Parce que c'était ça, le confort moderne. C'était vous alliez vivre, vous alliez grandir dans la classe sociale, vous allez vous élever, et donc vous allez pouvoir ne plus vous occuper de tout ça. Et on peut faire quand même l'hypothèse qu'on a vécu un moment qui est peut-être une parenthèse et qui est peut-être un peu fini, où on est nombreux à avoir appris, désappris à s'occuper des choses, à s'inquiéter de leur état, et puis appris techniquement à s'en occuper un peu. Et il y a effectivement une énorme crise de la formation aujourd'hui aux activités techniques d'entretien, de maintenance, de réparation, dans plein de domaines, que ce soit les petits réparateurs aujourd'hui qui ont disparu. Alors on a fait un fonds de réparation, mais on n'a pas de formation à la réparation. Et puis dans le monde industriel, dans le monde, il y a une crise énorme Donc il y a qui est-ce qui peut avoir le luxe de pas s'en occuper, puis inversement, qui est-ce qui par contre a besoin qu'on s'occupe pour lui des choses, ou pour elle des choses. C'est quand même un grand risque de tomber dans le validisme, à dire, bah ouais, tout le monde devrait faire gaffe parce que tout est fragile, faut faire super gaffe, rien ne tient vraiment, etc. Oui, mais si vous êtes en fauteuil roulant, si vous avez quelques entre guillemets, enfin, si vous vous trouvez dans une situation de handicap, parce que c'est bien ça l'intérêt de parler de situation de handicap, c'est précisément en partie parce que on fait des hypothèses sur votre rapport à l'environnement qui fonctionnent pas. Donc, il faut à la fois se dire qui peut se permettre d'eux, et est-ce qu'il faudrait pas un peu les mettre au travail, et qui, par contre, doit pouvoir compter sur des choses qui durent, qui tiennent, qui sont solides, etc. Et ça, c'est une question quand même qui est vraiment éminemment politique dans le sens très simple du terme, c'est-à-dire on discute de qui fait quoi et de qui doit attendre quoi, de quoi et de qui. Alors, c'est là que je vais parler un tout petit peu plus de choses qui vont peut-être un peu... Mais ça, je sais pas si tu veux réagir. Ouais, moi, je peux réagir sur des trucs parce que moi, je suis pas bricoleur du tout. Je suis pas du tout bricoleur, j'ai aucune culture de bricolage. Et toutes mes compétences, elles sont empiriques, en fait. C'est à force que ça tombe en panne que je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. Moi, je suis pas dans la maintenance, je suis dans le maintenant. Ça déconne. Ça déconne, qu'est-ce que je peux faire? Et je me positionne essentiellement en tant que soignant. Parce que c'est le milieu où je travaille, c'est une des enveloppes qui permettent le soin. Donc je vais en prendre soin. Voilà. C'est ça, alors bon, moi, du coup, on m'a collé cette étiquette de maintenance, mais en fait, voilà, j'y connais pas grand-chose. J'ai juste, faut que ça marche, quoi, parce que moi, ce qui déconne le plus, c'est pas tant les choses qui se délabrent ici, c'est le service public qui se délabre, ouais. En fait. Oui. Et tous les secteurs justement de la maintenance qui étaient dans l'hôpital, qui ne sont plus dans l'hôpital. Et donc, dès qu'on a un problème, il faut toujours faire les bons, et ça ne se répare pas, quoi. Tout seul. Donc, moi, j'essaye de faire ce que je peux, quoi, et puis d'interpeller. C'est vrai que j'ai toujours cet œil, mais je ne suis pas tout seul. Élise, elle est comme ça aussi. Elle est toujours à chercher à voir qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche. Parce que ça fait partie de mon outil de soin. C'est soignant le bâtiment. Et tous les gens qui prennent soin du lieu de soin, ce sont des soignants aussi, des ASH, c'est des soignants. Je suis ravi de l'entendre comme ça, parce qu'effectivement, c'est un peu le pari du truc. Et ce que tu dis sur maintenant, c'est super intéressant, parce que il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Kay, qui a écrit un livre qui s'appelle Durer,
il revient à Sénèque, et puis, bon, le livre est un tout petit peu aride, mais il y a des choses passionnantes dedans. Ouais. Mais il dit, voilà, la différence, enfin, que maintenant c'est manu tenere, et c'est effectivement le maintenant, c'est-à-dire faire durer l'instant et être dans le maintenant. Et nous, on en fait on a essayé d'expliquer pourquoi c'est pas tout à fait pareil que les grandes réparations un peu héroïques où tout s'effondre et puis il y a quelqu'un qui... Parce qu'en fait, si on prend la conjugaison du verbe, c'est-à-dire on peut avoir réparé quelque chose, si on l'a réparé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le réparer. Donc demain. C'est ça le truc, c'est que donc ça peut avoir eu lieu au passé et ça n'a pas lieu pendant un certain temps, sinon c'est pas réparé, quoi. Alors que là maintenant, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut faire tout le temps, notamment en surveillant, notamment en faisant attention, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est du présentisme absolu, quoi. Et ce que dit Kay, il dit en fait ça ouvre le moment, ça ouvre le présent, ça fait compter le présent. Ce qui est, j'allais y venir, mais une question super importante d'organisation du travail, d'externalisation ou pas de l'activité, de moyens qu'on donne aux gens Quand qui je suis viennent. rentré à l'hôpital, il y avait des services techniques qui étaient quand même assez importants, avec tous les corps de métier dans l'hôpital. Il suffisait de passer un coup de fil, les gars ils venaient, il n'y a même pas besoin de faire de bons, oh, tu me feras un bon putain. Ouais, et puis les gars, pareil, ils ne regardaient pas la dépense, ils étaient là parce qu'ils étaient eux aussi soignants, ils faisaient partie de l'hôpital qui était à disposition de soins, c'était pas une entreprise, c'était pas une gestion de tout le monde, l'administration prenait soin des soignants qui prenaient soin des patients. Voilà, c'était ça l'idée. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Non, et c'est notamment lié au fait qu'on ne croit pas que le bâtiment est un dispositif de soins. Enfin, comme on le fait aussi pour les dispositifs de soins, de toute façon, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est vraiment lié à ça. C'est que les choses sont... C'est l'espace dans lequel il va pouvoir se passer quelque chose. Ici, si dans les ateliers, il fait 6 degrés le matin, c'est compliqué de faire quelque chose quand il fait 6 degrés. Des trucs comme ça, tout bête, quoi. Le chauffage, qui dure, ils sont tous les jours. Ouais. Donc moi, je m'affole. Donc du coup, c'est ça, quoi. C'est mon anxiété qui fait que je m'en occupe. Et qui fait que du coup, j'y vais. Et puis les autres, ils se disent, bah, c'est bon, ils s'en occupent. Mais en fait, soin, ça veut dire se soucier. Le terme en étymologie du soin, c'est pour ça qu'en fait, on dit beaucoup care en sciences sociales, parce que ça fait un peu genre, puis théorie du care et tout. Puis il y a une collègue un jour qui dit, mais non, mais gardez soin, ce soin, c'est génial. Soin, effectivement, avoir souci d'eux, se soucier. L'action de l'inquiétude, enfin de l'anxiété, elle est super importante. Et c'est pour ça que c'est le contraire de l'insouciance. C'était le contraire de bon, ça va aller, quoi. Ça va aller. Alors peut-être qu'après, tu permets toi et tous ceux qui font ça à d'autres à être un peu insouciants là-dessus, parce qu'il y a une division du travail qui se fait effectivement, qui est importante. De service donné, mais oui, bon, c'est vraiment... Il faut embaucher des anxieux, quoi. Oui, c'est ça. Mais voilà, reconnaître la qualité de leur anxiété, quoi. Alors peut-être le deuxième point sur lequel je vais dire un peu plus rapidement, un point sur lequel je vais passer un peu plus rapidement, c'est l'histoire des enquêteurs, là, parce que ce qui nous a marqué quand même aussi, donc c'est cette question de l'inquiétude, de l'anxiété, qui a en fait un travail attentionnel. Quand on dit qu'est-ce que font les mainteneurs et les mainteneuses, à un moment donné, on s'est dit en fait c'est très très simple, ils font attention. Et cultiver cette capacité de faire attention, en fait, c'est pas rien. C'est fatigant en plus. C'est stressant. Et c'est à la fois aussi une évidence et pas une évidence parce que, alors ça dépend un peu des endroits, ça dépend des situations, mais c'est une attention qui est vachement particulière parce qu'elle est routinière. J'imagine qu'il y a des tournées, on ouvre, on regarde. Et puis dans certains domaines, on a même une liste. Donc on fait, si vous ouvrez une station de métro, par exemple, vous ouvrez la station de métro, vous avez tout un petit cahier et puis vous vérifiez qu'il y a des machins. Vous avez une liste. On fait ça sur les réseaux d'eau aussi, les réservoirs d'eau. Voilà. Il avait ça sur son téléphone, le gars que j'avais accompagné. Bon, il checkait sa liste et tout. Donc il y a cette partie-là qui est très compliquée parce qu'en fait c'est une routine. Donc la routine en général, on s'endort. C'est difficile d'être attentif pendant la routine. Donc c'est une routine attentionnée. C'est pas simple. Et en même temps, il faut aussi être capable de voir le truc qui sort complètement de l'ordinaire, qui est pas prévu, qui est pas dans les cases à cocher. C'est là où la question aussi justement de la standardisation du travail, la normalisation, et de s'arrêter dans son activité pour dire ben ça je vais le prendre en compte parce que ça va pas. Je sais que ça marche ça, il faut faire gaffe, ou en tout cas il faut que j'aille voir un peu plus près. Sur les réseaux d'eau, on a un cas qu'on raconte souvent parce qu'il est complètement. On avait donc les réseaux d'eau, enfin on était dans un réservoir qui était vidé pour être nettoyé.
Je descends avec le mainteneur en question, bah, il touche des trucs, tout, je regarde un peu, il surveille, machin, etc. Il a sa liste, très bien. Il sort, il discute un peu. Super intéressant parce qu'il c'est les anciens cantonniers qui étaient là, donc on parle, on fait toute l'histoire du réservoir, du machin, etc. Puis d'un coup, il y en a un qui se lève du mur et ça fait un bloc que personne n'entend. Mais par contre, le mainteneur fait, c'est quoi ce bruit? Alors tout le monde rigole, refais-le pour moi. Alors il refait bloc, et puis il se met à partir pendant un quart d'heure sur attends, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il filme parce qu'il veut pouvoir l'apporter au bureau après pour voir ce que c'est, tout ça. Bon, finalement, il se dit que c'est pas très grave, c'est toute la peinture qui est complètement décollée et que justement c'est une question un peu esthétique, que c'est pas forcément dramatique. Mais s'il organise pas son activité comme ça, ce truc qui est complètement anodin, mais qui aurait pu déboucher sur un truc important, sur la découverte d'une infiltration, ou je sais pas quoi. Si il s'en tient que à la partie je fais attention de manière très routinière, en fait, il a peut-être même pas le temps pour faire ça. Il a pas le temps pour s'engager dans ce truc en disant merde, ça déconne, il faut que je prenne le temps, quoi. Donc c'est une attention qui est très liée à ça. Puis c'est une attention qui est multisensorielle. Alors je sais pas si c'est le cas sur le bateau, par exemple, parce qu'il nous frappe. Il y a plusieurs choses qui nous frappent. Ce qui nous frappe, c'est la main, déjà. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup dans plein d'activités des mainteneurs et des mainteneuses qui vraiment sur les trucs font ça. Alors sur l'effacement des graffitis, qui est notre petit chouchou, c'est la première chose qu'ils font. Ils arrivent, ils ont un truc à faire, en plus ils savent où est-ce que c'est, comment c'est, etc. La première chose qu'ils font, c'est mettre la main. Parce qu'ils veulent comprendre de quoi est faite la surface, parce que c'est une pierre qui absorbe ou pas, machin, etc. De quoi est faite l'encre, et donc comment ils vont faire pour... Mais c'était vrai là, dans le réservoir, juste avant, le gars avait passé sa main, il avait trouvé qu'il y avait une couleur un peu bizarre, donc il avait d'abord regardé, il avait passé sa main, puis il avait effrité comme ça le béton, il a fait, bah, sans doute que le ciment est un peu, c'est trop de sable ou pas assez de sable, c'est bizarre, donc il se le note, il dit l'année prochaine je ferai gaffe à comment je regarderai, etc. À la RATP, les gens ils sentent des odeurs bizarres, des odeurs de brûlé, des odeurs de gaz, des odeurs de SDF qui ont habité là, et puis bon, mais on le sait, c'est pas très grave, ou assis là quand même, c'est un peu bizarre, donc ils sentent. On écoute aussi beaucoup. À la RATP, il y a ce truc complètement dingue qui sont les oreilles d'or. Donc il y a des super beaux carrelages RATP parisiens, on peut essayer de trouver pour chez soi, parce que c'est du patrimoine. Mais en fait, pour voir si ça tient, on peut faire comme ça jusqu'à un certain point, mais après, on fait pas. Donc en fait, ils ont une espèce de perche comme ça, et sur les tunnels du métro, ils la font passer. Et il y a quelques personnes qui savent, quand ça fait cling et pas clang, effectivement, que bah là, il y a un truc qui merde. Donc ça, c'est des formes d'attention qui sont vraiment super intéressantes. Il y a du corps, dans la maintenance, il y a du corps. Forcément. Dans l'architecture, il y en a de plus en plus aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'architectes qui se mettent à faire des formations dans d'autres métiers, la charpente ou des choses comme ça, justement pour aller sentir les matériaux, les éprouver. Et ça touche beaucoup ou pas, justement, sur la Damante, là, pour voir... moi, je touche pas beaucoup, je fonctionne plus... ici, ça bouge. Ça bouge, oui. Bouge. Ouais. Ça bouge. Donc, alors, il y a des moments où ça devrait bouger et ça bouge pas. Et là, c'est inquiétant. Parce qu'on se dit, pourquoi ça bouge de ce côté-là et ça bouge pas de l'autre. Alors, du coup, on va voir, merde, il y a un truc qui frotte. Et ce qui fait que ça va bientôt, les garde-corps vont sauter, il faut faire quelque chose. Et là, il faut appeler... service technique. Service technique, ça appelle l'entreprise qui s'en occupe à l'extérieur, et puis ça vient pas. Quoi. Et puis le hasard fait qu'il passe, et que du coup, il fait ça va péter. Ça, il faut le faire, ouais. Non, c'est. les bruits aussi. Et les bruits, ouais. Enfin, c'est ça aussi. Ouais. De frottement, ça tape, ça. Mais c'est génial, effectivement, un bateau, parce que au lieu que ce soit l'inertie qui est le truc le plus attendu et que dès que ça, je sais pas, ça, justement, je disais tout à l'heure, ça fait ça, c'est bizarre, etc. Là, il y a un peu un effet inverse. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Les passerelles, elles suivent bien. C'est particulier. Et c'est un truc, j'imagine, qui se fait sans. Enfin, il y a des tournées d'inspection un peu entre guillemets officialisées ou normalisées, ou est-ce que c'est. De temps en temps, il y a l'architecte qui passe quand il qui vient voir si tout est en ordre, quand il y a des crues, des choses comme ça. Oui, mais, ouais. Non, c'est des fois c'est un flash, c'est un truc ouais. qui passe à côté, puis tu te dis mince, mais ça au fait, la pièce avait cassé, on avait mis ça à la place, est-ce que ça suit avec le. C'est un bloc, il y a des montées, il faut que je dévisse, c'est pour la panique. Ouais, mais c'est absolument passionnant, parce que c'est un savoir-faire très particulier. C'est pas un savoir-faire, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude, c'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que moi, je ne suis pas bricoleur. Non, ouais. Vraiment pas. Quoi. Hein un peu.
Ouais, ouais, mais en ouais. mécanique à force de tomber en panne. Tu vois, c'est tout. Ouais, ouais, mais l'idée que c'est une attitude presque plus qu'un savoir-faire au sens métier, quoi. Effectivement, c'est intéressant. Moi, je suis infirmier. Après, alors ça, c'est un autre point super important aussi, c'est qu'effectivement, à chaque fois, donc on enquête, on se dit comment on fait. Justement, c'est la panne qui apprend. Et ça, c'est un truc super important parce que c'est un apprentissage permanent, effectivement, cette activité. Ce qui veut dire plein de choses quand on veut effectivement organiser le travail, c'est-à-dire laisser les services techniques que toi tu appelles et qui maintenant sont externalisés loin de l'hôpital. Quel temps ils ont pour apprendre, par exemple? Quelle marge de manœuvre ils ont pour faire un peu autre chose que dalle? Simplement, ils doivent faire. Ils viennent d'un métier, d'un CAP, par exemple, je ne sais pas, en serrurerie, et ils doivent s'occuper de tout, du bois, c'est pas leur corps de métier. Donc avant, il y avait tous les corps de métier. Ouais. Et qui se Tout son savoir-faire, et là, ils arrivent, les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, c'est de moins en moins nombreux. Et ils sont de moins en moins nombreux, effectivement. Et le temps est compté sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire, avec le principe des tickets, effectivement. Alors, il y a un autre enjeu qui est la question de la transmission aussi. C'est comment est-ce qu'on apprend à quelqu'un d'autre ça, ce truc qui n'est ni un savoir-faire, ni un machin. Ça, c'est un point super intéressant. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Comment ça circule? Voilà, comment ça circule. Parce que les autres ont aussi envie de s'en occuper. Est-ce qu'ils sont suffisamment anxieux pour aller voir avec moi? Alors, j'ai trouvé Élise. N'hésite pas à comprendre comment ça se passe, qu'est-ce que je pourrais faire, qui se met à quatre pattes, qui met du corps. Ouais. Mais ouais, ça, il y a deux choses dans cette histoire-là importantes. C'est justement qui accepte voilà, ou qui a un penchant pour aussi. C'est un truc, voilà, pour partager cette attitude-là. Et on voit des choses très intéressantes. Il y a des endroits où les gens disent non, mais ça, vraiment, c'est les usagers, par exemple. Je veux surtout pas qu'ils s'inquiètent de ça. C'est moi qui fais tout. En gardant un petit peu, justement, avec un côté. Ou au contraire, il faut un peu le partager, mais parfois un peu trop. Dans l'informatique, par exemple, c'est une grande question. Il faudrait que tout le monde soit super inquiet tout le temps. Des virus, des machins, etc. Enfin, je suis dans plein de domaines. On est sans arrêt en train de nous dire, mais soyez inquiets, c'est super fragile. Mais pourquoi vous avez mis ces systèmes-là alors? Et c'est ce qui est problématique parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le monde soit inquiet? Et cette balance entre qui s'en occupe. Et puis après, la transmission au sens aussi de génération en génération. C'est-à-dire comment est-ce que, alors vous êtes très jeune, donc ça va. Mais comment est-ce qu'on accueille des jeunes dans cette histoire-là? Et comment est-ce qu'on, sans dire que ce soit une formation, quoi, mais on transmette pour que justement ça dure aussi dans des histoires de biographie avec les gens qui partent et qui changent de métier, etc. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se garde et que ça se... Je pense que nous, dans nos formations soignantes, on a quand même la notion du cadre, de cet espace où on va faire quelque chose qui est lui-même dans un autre cadre et qu'il faut prendre soin du cadre pour que les choses qui se passent dedans se passent convenablement, pour qu'on puisse soigner, quoi, pour que le dispositif puisse tenir. Quoi. Donc le bateau, c'est aussi une enveloppe, c'est du soin, quoi. Donc ça fait partie de notre cadre et ça devrait nous interpeller en tant que soignants d'en prendre soin. Bricoleur ou pas bricoleur. Ouais. Vous faisiez tout à l'heure référence à la machine à écrire. Ouais. Et je pense, mais Walid, il n'est pas là. Et parce que Walid racontait comment il avait été inquiet avant d'aller à domicile parce qu'il ne savait pas comment ça marchait. On le voit un peu. Et voilà, c'est l'inquiétude, mais aussi l'inquiétude de ne pas savoir. De ne pas savoir, oui, bien sûr. Et quand même d'être voué complètement à l'objet, à restaurer l'objet en passant. Parce qu'on voit bien, je pense qu'il le dit, il me semble, en disant je flippais, je savais pas. Alors vraiment, ce qui est génial pour le coup, c'est qu'en fait, à la fin, ils disent bon ben voilà, on a démonté, ça remarche. Et en fait, là, pour le coup, on n'a rien appris. Mais par contre, quand même, le fait que s'occuper de ça, d'être anxieux et du coup d'y aller, que ce soit un facteur d'apprentissage, c'est un truc super important. Refaisons 2 secondes de philosophie, c'est Heidegger qui raconte ça très bien. Heidegger, il dit il y a le marteau sous la main, donc c'est un instrument, on l'utilise. On n'y fait pas gaffe, il a une espèce de rapport transparent avec la... Puis dès qu'il merde un peu, dès qu'il est... il dit pas des termes comme ça, mais il a des manchets un peu, etc. En fait, il devient l'objet de notre attention. Alors le on, etc., justement, ça dépend. Et on se met à essayer... Alors, non seulement à comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi il marche comme ça, et puis tout le monde autour, qu'est-ce qui fait que dans le reste du monde, ça marche. Peut-être, ça se trouve, c'est
mais il y a peut-être, je sais pas, une pierre sous le truc que je veux taper, qui est machin, et donc c'est en train et ça fait merder carrément le marteau, et on comprend tout le monde. Et les gens qui défendent le droit à la réparation, notamment, qui se battent contre Apple, contre John Deere, etc., il y a des Américains et puis quelques Européens qui font ça, en France il y a beaucoup de gens, ils argumentent le fait que maintenir et réparer des choses, c'est aussi être à nouveau capable d'apprendre comment fonctionnent les machines à écrire, par exemple, comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne un tracteur, et qu'il y a c'est lutter aussi contre l'espèce d'aliénation dont Simon Don parle aussi sur les techniques, où il dit, il y a des moments où la technique, elle peut avoir une espèce de prétention justement à être autonome, à marcher toute seule très bien sans qu'on s'occupe d'elle. Du coup, on ne sait plus du tout comment elle fonctionne, et du coup, il y a une vraie rupture. Et la volonté d'avoir le droit de réparer des trucs dans certains domaines, notamment l'électroménager, c'est aussi une volonté d'apprendre, quoi. Garder le contrôle sur nos existences. Exactement. Exactement. Ce qui n'est pas une mince affaire, évidemment, avec plein d'appareils techniques qui sont super compliqués. Il y avait un autre truc que je voulais raconter sur ces histoires-là d'enquête, d'engagement corporel, etc. Donc, effectivement, c'est le corps. Et c'est aussi le fait que on voit dans certains cas, et que c'est une tension par rapport à certaines configurations institutionnelles, organisationnelles, on voit des mainteneuses ou des mainteneurs qui savent traiter les choses de manière très singulière. C'est-à-dire que c'est notamment c'est ce que raconte aussi Julian Hoare sur les photocopieurs, on l'a vu sur les ascenseurs. C'est des trucs standards. Un ascenseur ou un photocopieur, a priori, c'est standard. Ça, c'est pas. Mais sauf qu'au bout de quelques années, c'est plus du tout standard. Et les mainteneurs et les mainteneuses savent que celui-là, il fonctionne comme ça. Donc, ils savent justement entendre le bruit que fait celui-là. Mais celui-là, ce bruit, c'est normal qu'il fasse ça. Donc, c'est pas grave. Mais s'il fait ce bruit-là, par contre, ça va pas. Les autres, ils savent que. Alors, il s'est lié aussi parce qu'ils savent comment les gens les utilisent, etc. Et donc, ils sont capables de les reconnaître et de s'attacher à eux, à ces objets-là, et donc à les entretenir de manière très fine et très. Mais ça suppose d'organiser les activités de maintenance, notamment externalisées, de manière complètement différente que j'ai mon pool de gars que j'envoie indifféremment n'importe où, qui redécouvrent systématiquement un truc auquel ils sont pas attachés, qu'ils connaissent pas, qu'ils comprennent plus, qui fait faire le boulot aux usagers, aux gens qui réclament le truc et qui disent mais si, mais vous savez, ça fait 3 fois qu'on a ça, etc., mais qui comprennent pas, qui voient pas le truc. Et on avait rencontré quelqu'un qui est dans le monde de l'ascenseur, qui nous disait, moi, la première chose que j'ai faite, c'est je laisse toujours mes gars, c'est quasiment que des hommes. Alors déjà, j'ai mes vieux, je garde mes vieux. Donc, c'est idiot, mais quand même. Donc, je reconnais qu'effectivement, il y a une espèce d'expérience et de lien qui se tisse et que ça a de la valeur. Et en plus, je les laisse toujours sur leur même machine. Parce qu'en fait, le fait qu'ils débarquent sur la même machine, sur le même ascenseur, déjà, ils connaissent les gens, donc les gens sont un tout petit peu moins inquiets eux-mêmes de l'attitude du truc. Puis surtout, ils savent le réparer beaucoup plus vite que tout le monde. Parce ils connaissent toute l'histoire, ils ont l'historique, ils ont cette espèce de rapport intime, en fait, avec la chose. Inversement, et quand même, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le service public et dans plein de domaines, où il y a des services techniques complètement. On a même des mails maintenant anonymes. On ne sait même pas à qui on envoie le truc pour dire qu'il y a un truc qui merde. Et on ne sait pas qui va débarquer. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. Les fiches d'événements les tickets, ouais, c'est ça. Les bons travaux aussi, oui, ça aussi, ça. Je ne sais pas à qui je les envoie. Je dois mettre soit interne, soit externe, soit la société extérieure, comme la CPI. Je n'ai pas le droit de l'appeler, on n'a pas le droit de l'appeler. Alors ici, c'est quand même très très spécifique ici, parce qu'on, comme de la spécificité, on a quand même réussi depuis le début, parce qu'on a travaillé avec Gérard sur la construction du lieu et les patients avec le cabinet d'architectes. Donc chaque espace a été pensé, réfléchi par les patients, les usagers, et les passagers de la Daman et par l'équipe. Du coup, tout cet environnement-là a été travaillé, mais c'est vrai, du coup, il nous arrive d'appeler les sociétés directement ou d'appeler l'architecte. Il y a très peu d'hôpitaux de jour, j'imagine, où on appelle directement l'architecte et où on le tutoie et où les patients le tutoient et le connaissent. Et donc, on travaille ensemble, ou tutoie ou en équipe. Donc, c'est pareil, longtemps, l'ingénieur, on se connaissait. Bon, là, il n'est pas là ce soir, mais bon. Donc, on a une familiarité de ce fait avec les gens de par la spécificité du bâtiment. Donc, ça nous crée une sorte de complicité et de connivence qui fait que c'est quand même moins compliqué. Maintenant, quand on fait un bon de travaux, il est totalement anonyme. Moi, je mets mon nom, je mets une formulation langagière qui est un peu différente. Voilà, je
Elle n'est pas les technique. phrases, quoi. Ouais. Mais ça pourrait être très bien un télégramme. Ouais. Et de ce fait-là, oui, sinon, Oui. Mais c'est dépersonnalisé. Les bons, ils tombent dans des cases. Voilà. Il y a des Un peu choses, comme il y a dans des bons qui ont Brasil, été. c'est un Ouais, peu c'est comme ça. dans Brasil, Oui, c'est c'est vraiment le ça. truc que il arrive quelque part, on ne sait pas. Tu le En remets, général, tu le remets dedans, il revient. Je trouve que le plus aliénant, c'est qu'on n'a pas de réponse. Quoi. Il y a Oui. quelqu'un qui t'appelle et Ouais. qui dit salut Arnaud, il y a quelque chose, quelqu'un qui va débarquer à un moment donné. Un électricien va venir pour s'occuper d'un truc de menuiserie pour lequel lui-même aura été plus ou moins briefé, ouais. mais il va arriver et lui dire bah, c'est pas moi, je dis bah oui, je sais. Ouais, mais, Voilà. bien sûr. Donc il y a toute Il y a- cette aliénation-là, mais il y a c'est des plutôt trucs- rigolo. On en fait quelque chose de plutôt honnête, Joyeux. complice, ou plutôt que d'un truc où on joue. Il y a quand même ce jeu possible avec toute Oui. cette aliénation qui fait que c'est plutôt rigolo parce qu'il va boire un café. Il y a des problèmes qui ne seront jamais résolus. Moi, ça fait 11 ans que je suis ici. Le chauffage et les problématiques de chaud et de froid, ça fait 11 ans que ça ne marche pas et ça fait 11 ans que ça continue. On sait qu'il faudrait faire pour que ça marche. Ça, c'est particulièrement Mais- drôle. Hein mais les bons sont bloqués quelque part. Quoi. Il y a des devis qui sont faits, mais est-ce qu'ils sont bien reçus à l'administration? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'administration qui bloque? Est-ce que Est-ce ça que rentre c'est dans la bonne ligne l'entreprise, budgétaire? l'entreprise qui veut Est-ce garder que son ça- marché, donc il ne veut pas trop dépenser. Donc, ça fait des années que ça dure. Là, il y a un rail électrique, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il ne marche plus. Toutes les peintures d'un patient gênaient aujourd'hui l'entrée au local technique. Donc il a fallu que tu te dis bon, je n'y touche pas. Il a fallu que tu ailles chercher le responsable, c'est-à-dire Ouais, moi, qui ouais. a déplacé toutes les peintures locales qui permettraient d'entrer dans le local technique. Je n'y suis pas allé. Je t'ai laissé débarrasser. Je ne suis pas allé parce qu'on m'a dit qu'il y avait un bon qui avait été fait. Mais ce luxe, effectivement, de garder une familiarité qui est un bon terme, quoi, qui est déjà une connexion, effectivement, de la conception jusqu'à l'usage et à la continuité, à la durée. Et du coup, ça permet aussi de cultiver des histoires. Ça, c'est un élément aussi qui est frappant, c'est que ça passe beaucoup par des histoires, la narration, en fait, la transmission aussi des savoirs. Alors, on en parlait parce que Élise disait très justement qu'elle avait eu du mal à raconter certaines histoires des activités d'orchestre pour des raisons très intéressantes, notamment qui était là. Parce que c'est pas des histoires qu'on peut se raconter à tout le monde, mais c'est un savoir et c'est des connaissances très intéressantes, ces connaissances-là, parce qu'elles sont liées vraiment à du narratif. Donc elles tombent et elles s'effondrent dès qu'on est dans de la formalisation, dans effectivement le formulaire qu'on envoie ici ou là, ou la normalisation très forte de l'activité pour plein de raisons, des fois qui sont pas forcément mauvaises, mais ça continue d'exister comme ça. C'est-à-dire, ah ouais, tu te souviens, machin, etc. Et c'est rigolo souvent. Et on a l'impression que c'est un peu ordinaire et que c'est pas beaucoup de valeur. Et en fait, c'est quand même là que se nourrit de la connaissance, qui est effectivement peut-être pas du savoir-faire au sens du métier, mais voilà, des trucs qui se passent aussi, qui se racontent, qui racontent la vie et les péripéties de la chose, du bâtiment, de l'objet, mais du coup de la collectivité, de la communauté, des gens qui s'en occupent. Ça, c'est vraiment. Tu sais, quand tu as une fuite d'eau quelque part, si tu fais le bon pour la fuite d'eau, bah, le temps qu'ils Ouais, c'est arrivent, clair. les gars, la fuite d'eau, elle va continuer. Il va falloir que tu fasses quelque chose et que tu te débrouilles pour que ça s'arrête, et que tu trouves un moyen de la boucher. Ça va pas marcher, on va trouver autre chose, on va chercher. Et puis, Et on saura que et la prochaine fois, on se dira, tu te souviens. plus on s'y met, plus on est assis, plus on rigole. Alors, peut-être sur juste un dernier point qui est lié justement à la question de l'architecture, sur cette reconnaître justement que maintenir, c'est ça, c'est tout ça, c'est des attitudes de l'anxiété, des histoires, des corps, comment se salir, ou s'abîmer le corps justement, etc. Il y a une autre conséquence vraiment directe, c'est d'aller parler au concepteur, c'est-à-dire de dire au concepteur, est-ce que vous savez que le truc que vous faites va être maintenu? Nous, on a vu ça, encore une fois, à la cinétique du métro, mais on l'a vu ailleurs, on a vu des objets pas maintenables, ou très peu maintenables. Alors, c'est vraiment la grande question du droit à la réparation, évidemment, mais si on oublie ça, notamment en architecture, c'est une question fondamentale. Parce qu'on disait, déjà, voilà, avoir un lieu où on peut discuter avec les usagers, qu'on co-conçoit, ou en tout cas, on fabrique des espaces d'échange avec les gens qui vont y travailler, qui vont y habiter, c'est déjà extraordinaire. Et dans certains endroits, on sait que c'est une exception. Et penser qu'effectivement la chose va être entretenue, maintenue, et dans quelles conditions elle va être maintenue. Bon, la petite histoire qu'on aime beaucoup raconter parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu réglé maintenant quand même, qu'évidemment, parce qu'en plus il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, le DI, le document
qui prévoit le fait qu'il va y avoir des interventions ultérieures. Là, je ne sais plus quel est le terme. Les architectes sont coincés par quand même ce truc-là qui est assez pénible à faire, qui est plutôt une question de sécurité, mais qui reconnaît le fait qu'il y a des mainteneurs, grosso modo, qui vont intervenir. Mais on a donc à l'école des mines, on a des super stagiaires qui sont tous dans des endroits absolument incroyables. Et puis un jour, il y en a un qui m'appelle et qui me dit ah, Monsieur Denis, je crois que j'ai un truc pour vous, j'aimerais bien vous faire votre stage avec vous parce que je vais sur la ligne 15 du Paris Grand Express. Ils étaient en train de réceptionner les gares. Et ben, ils avaient oublié la maintenabilité. Donc il n'était pas prévu et personne n'avait eu à un moment donné dans le cahier des charges le fait que les gares du Grand Paris Express, les premières gares de la ligne de 15, allaient être maintenues. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait fait l'appel d'offres pour les exploitants, c'est-à-dire savoir qui allait maintenir et entretenir la gare complètement de manière séparée. Et en fait, on savait même pas au moment où on a conçu et on a commencé à faire les choses, on savait même pas qui, on avait personne en fait de toute façon qui parlait. Et donc lui, avec un énorme cahier et des gens qui se hurlaient dessus pendant 15 ou c'était au tout début du Covid, avec architecte, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, arrivant là. Aide à la maîtrise d'ouvrage, évidemment, c'est Artelia qui s'occupait de tout ça. Et vraiment les opérationnels de la maintenance de la RATP, parce que finalement c'est la RATP qui est l'exploitant, qui disaient oui, c'est vrai qu'il est très beau ce panneau de 12 mètres sur 6, derrière lequel il y a toutes mes gaines techniques, mais comment mes gars font pour aller derrière mes gaines techniques? Et donc on était en 2020. Et cette question-là, qui paraît un peu évidente, elle est quand même toujours problématique. Parce qu'évidemment, c'est des consensus à faire entre... et c'est pareil, si on prend un téléphone, c'est pareil. Un téléphone, si vous lui collez la batterie, si vous le faites tomber, la batterie va pas s'abîmer. Mais par contre, si la batterie est collée, vous pouvez pas changer la batterie. Donc c'est pas bien. Si vous la vissez, vous pouvez la changer. Donc c'est mieux, il est réparable. Mais c'est un peu moins bien parce qu'il est moins durable, au sens, il est moins solide. Et en fait, ces consensus-là permanents, alors entre esthétique, sécurité, maintenabilité, habitabilité, etc., ils sont toujours présents, ils sont pas simples à organiser. Mais ça rejoint l'idée de qui il y a autour de la table, effectivement, et est-ce qu'il y a une voie pour les mainteneuses et les mainteneurs, pour tout un tas de choses qu'on fabrique, quoi. Donc, à quel moment est-ce qu'on assume? Je reboucle sur le fait que c'est des objets pas autonomes qui... Puis je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter, quand même, parce que j'ai une conclusion, mais je préfère qu'on discute. Donc, si vous avez des questions et des remarques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Arnaud. Il y a un aspect de la maintenance à laquelle je suis assez sensible. Par exemple, si j'avais été attentif, par exemple, j'aurais enlevé la fiche du défibrillateur qui est ici, qui a été mise dans le cadre de la certification il y a 15 jours. On a voulu réinstaller, réaménager le dispositif pour que nous soyons certifiés. Et je veux dire, moi, effectivement, les choses techniques, qui a beaucoup insisté sur vraiment un peu comme dans la machine à écrire, il y a des gens qui maintiennent, mais au sens de la réparation, par exemple. Ouais. Mais il y a une myriade de petites choses dont on va parler. Par exemple, normalement, moi, c'est un petit peu ce que je fais. Le samedi soir, il y a Bruno, mais c'est pas celui-là, c'est un autre Bruno qui vient manger à la maison, et je regarde plein de choses dans mon appartement, et tiens, ça va pas. Ça voilà, ça va pas. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Et quand j'arrive le matin, je fais tout un tour, c'est pas ouvert et tout, je fais du bateau, par exemple, je range les livres, je range les DVD, j'enlève les journaux qui sont là depuis plus de 8 jours, le quotidien, je n'aime pas ça. C'est plutôt toute une espèce de dimension ambientielle, c'est-à-dire comment ça va être une bonne ambiance dans ce lieu, et là quand je regarde, quand je suis un peu assis quelque part, je dis tiens, ça c'est pas bon pour cette ambiance d'atelier, ou quand je passe par exemple à l'atelier où il y a le vitrail, la peinture, je dis tiens, ça je vais le mettre comme ça, ou ça, j'aimerais bien qu'on en parle, ou ça. Mais c'est pas du tout quelque chose qui se répare, c'est les post-it, mais moi, j'aime pas qu'il y ait trop... Ou par exemple, les ordinateurs. Donc, des fois, j'entre dans un centre médico-psychologique, et maintenant, comme ils ont multiplié les nombres d'ordinateurs, on n'est pas bien accueillis, parce que... Et on sent que ça a complètement démantelé l'atmosphère. Et donc, c'est l'idée selon laquelle, tiens, les ordinateurs, on va les mettre comme ça. C'est pas les réparer, c'est pas la maintenance, mais pour que les patients, ils soient, à part un ou deux d'entre nous, qui va être Christelle et moi, mais sinon que les soignants soient face aux patients et pas comme il y a, je sais pas, je vois beaucoup de psychiatres maintenant qui voient leurs patients et il y a l'ordinateur entre eux. Donc c'est toute une myriade de petites choses qui font que les objets, on les touche, on les change de place, mais on enlève une affiche, on en remet une autre.
Et c'est vraiment des choses comme ça que j'appellerais plus une maintenance ambientielle. C'est super intéressant. On est tous un peu différents, mais moi c'est un peu ça. Le Balzac, il doit pas être exol. Faut pas qu'il soit là, quoi. Non, mais c'est super intéressant parce que en fait, c'est un terme, maintenant, c'est un beau terme, et c'est un terme qui peut dériver après parce qu'il peut tout décrire, en fait, quoi. Grosso modo, soit on s'intéresse à ce qui fait continuité, soit à ce qui fait changement, quoi. Et donc, nous, on dit toujours, on s'en tient au matériel. Et je trouve que c'est un super exemple, justement, de matériel, vraiment de configuration de l'espace avec des objets, et qui se dégage complètement de l'idée d'éviter la panne. Enfin, d'éviter la panne ou d'éviter l'accident, le truc qui est vraiment orienté vers la question de la réparation, mais qui est quand même exactement ça quand même. C'est-à-dire, c'est bien les petits gestes, parce que c'est aussi ça, c'est ordinaire, c'est une attention qui est très spécifique, qui est pas donnée à tout le monde, et puis tout le monde n'est pas d'accord en plus sur ce que c'est bien ou pas. Je sais qu'il y a un sujet bibliothèque ici, dont j'ai entendu parler. Donc il y a des horizons normatifs qui sont pas les mêmes. Il y en a, c'est pas grave, d'autres et puis surtout il y a une expérience, c'est-à-dire que c'est un savoir expérientiel. C'est-à-dire que, comme tu dis, je sais que ça marche pas, ce truc-là, donc je fais un peu attention à ça, parce que j'ai appris, j'ai éprouvé le fait que ça fonctionnait pas, et donc, et ça, c'est super intéressant, ces gestes qui sont encore plus infimes que certains gestes, je sais pas, juste laver les carreaux aussi, et ce genre de choses-là, qu'on peut faire soi-même si on n'a pas des gens qui font ça et tout ça, mais de disposition dans l'espace de certaines choses et de configuration. Et c'est d'autant plus intéressant que la continuité du coup, justement, de dire que ce lieu, cet espace est un espace de soins, y compris justement parce que si la cale là frotte, etc., c'est vraiment problématique, mais de faire une continuité de ça, le chauffage et l'ambiance et les petits objets qu'on déplace, c'est une très belle manière, notamment de voir à quoi on fait attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'avais une question. Peut-être ton livre a eu comme tu disais, c'était pas du tout un livre d'architecture à la base, mais il se trouve qu'il a eu un succès particulièrement important du côté des architectes. Beaucoup de conférences en école d'archi. Le prix du livre de l'Académie d'architecture. On leur a dit que c'était trompé, hein, mais c'est absurde. Mais est-ce du coup, tu t'es intéressé peut-être un peu davantage à l'architecture, à la tour à Malakoff notamment, qui est devenue un peu un cas d'école de pratiques obsolètes alors qu'elles sont en train de se produire devant nous. Est-ce qu'avec le recul, tu saurais dire pourquoi cet intérêt des architectes? Est-ce que là maintenant, ça se pose de manière particulière chez les architectes? Ouais, alors c'est presque, pour moi c'était quasiment, presque émouvant cette réception, notamment chez les jeunes, parce que elle est à la fois, on la comprenait pas tout de suite au départ, et puis après il y a plein de gens qui disent mais si quand même c'est évident. C'est parce qu'on a compris l'inquiétude en fait des architectes, l'inquiétude de la profession. Alors pas de tous, loin de là, mais notamment l'inquiétude des jeunes. Et c'est frappant parce que encore heureux que j'aime beaucoup Rotor, tu vois, leurs histoires, c'est des gens qui sortent d'école et qui font soit une dépression, soit qui se barrent de l'école, parce que Rotor, ils se sont barrés de l'école. Tristan Bonnemer, il s'est barré, il a repassé vite son diplôme pour pouvoir être à la Biennale de Venise, pour avoir le droit d'y être, quoi. Et une espèce de, ça c'est des gens qui ont souffert, vraiment, une partie des gens, et qui souffrent aujourd'hui, et qui se battent un peu là, c'est compliqué dans les écoles d'archi, certains, donc on est content de savoir que le bouquin sert des fois à... Donc ça, un premier truc, c'est une inquiétude. Mais du coup, c'est aussi très rassurant que les architectes soient inquiets, que les jeunes architectes soient inquiets, parce qu'effectivement, c'est quand même un des métiers qui pourrait être insouciant, c'est pas le bon terme, mais qui pourrait être prétentieux, on va dire, très fortement prétentieux, avec justement à cultiver le mythe de l'objet autonome, qui est uniquement un geste artistique, qui est un objet dont l'inertie et la condition d'existence esthétique, c'est pas le cas de tous, hein, évidemment, hein, mais le minimalisme, etc., comme je le disais, mais sans du tout que soient pris en considération les conditions dans lesquelles cette inertie puisse continuer d'exister, etc. Où il y a une espèce de tension bizarre entre cette prétention à faire un truc qui va durer, qui va s'inscrire dans le temps, mais dont on ne prend pas la mesure du coût que représente le fait qu'il dure, ce genre de choses-là. Donc ça change. Évidemment, l'action de la ressource, la question de toutes ces questions. Et donc ça, après, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. C'est mon prochain projet, dès que j'arrêterai de faire des feuilles Excel, que ma nouvelle position de directeur du CSI commence un peu à se calmer. Je voudrais accompagner, parce que je n'ai jamais découvert de mot aussi beau que celui que vous utilisez, architecte, sur cette question-là, qui est l'existant,
tu parlais du maintenant tout à l'heure, la maintenance c'est maintenant, mais l'existant c'est un terme qui est tellement beau, qui est tellement ordinaire, simple, qui est pas un concept un peu fumeux, machin, etc. On sait qu'il y a des concepts fumeux autour de ces questions-là, mais l'existant, il y a une idée que j'ai pas évoquée là, mais que tu dis assez bien aussi, et avec Élise, on voit bien l'idée de responsabilité aussi, c'est-à-dire vous vous sentez, vous faites les responsables de plein de choses en étant attentif, etc. Et cette idée d'être responsable vis-à-vis de l'existant, vis-à-vis des ressources, de l'empreinte environnementale à plein de niveaux. D'ailleurs, qu'il faut recalculer, c'est toute la question de la tour INSEE, par exemple. Et je la trouve passionnante. Et ce que je trouve aussi passionnant, c'est ces petites agences, souvent, qui font un job assez fou, parce qu'elles se prennent plein de murs, elles répondent à des appels à projets où il faut détruire. C'est fait, mais même à le téléphone, elles disent, vous êtes sûr oui, il faut détruire, sinon vous ne participez pas au concours. Et elles y vont quand même, en répondant, on va pas détruire, on va essayer, on va détruire à moitié. Encore heureux, ils ont fait ça sur le truc Renault, là. Allez, la moitié, hein, on garde la moitié, d'accord. Et donc, en fait, ils font œuvre aussi d'apprentissage, de formation auprès des maîtrises d'ouvrage, notamment, et notamment quand c'est des collectivités. Ils leur expliquent, et ils inventent des méthodes. C'est connu, la Caton et Vassal, c'est comme ça aussi qu'ils ont fait, c'est-à-dire en arrivant à démontrer qu'économiquement, ça vaut le coup, quoi. Mais ça, c'est un boulot quand même. Enfin, c'est pas le seul, c'est pas que comme ça qu'ils y arrivent, évidemment, loin de là. Hein, mais quand même, c'est un truc. Et ce mouvement-là m'intéresse beaucoup. Parce qu'en plus, ça permet aussi d'assumer le fait que, et ça veut dire que ça a été reconnu, qu'on parle certes de maintenance comme ça, un peu terre à terre et tout, mais que c'est une question philosophique en fait, et politique. C'est une question beaucoup plus large. Faire durer, la durée des choses, donc l'existant, ça redéfinit la question du patrimoine, évidemment, ce qu'on entend par patrimoine, ce que Pierre Kay a très bien développé dans son livre, parce qu'il y a une question très juridique en fait de faire patrimoine et tout. Donc voilà. Donc c'est aussi une nouvelle piste, une espèce d'appel, parce que j'y connais mais rien en architecture, donc c'est super d'y aller comme ça, en candide. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc je redis que on continue du coup le 10 octobre avec Nicolas Delon, qui est l'un des associés de cette agence Encore Heureux, pionnier effectivement du réemploi et du travail avec l'existant, qui est effectivement devenu un terme qu'on utilise beaucoup en architecture. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui. Une ou deux questions. La première chose que je voulais dire, c'était le document sur la maintenance en architecture, c'est le dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages. Voilà. DIU, c'est ça. Merci. Qui est la pièce, je pense, la moins lue des dossiers. Donc, oui. C'est pour ça que ça se passe. Un peu plus fort. Pardon. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a parlé des interfaces entre maintenance et concepteur, maintenance et utilisateur. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont pas à la table, par exemple les constructeurs, vous l'avez un peu évoqué. Et je me demandais ce qui se passe un peu à ces interfaces. Est-ce que si c'est difficile à construire, c'est difficile à maintenir? Et si c'est difficile à maintenir, donc facile à jeter, qu'est-ce qui se passe aussi de l'autre côté, à l'interface entre maintenance et déchets, parce que maintenant ça se jette. Et l'autre question que j'avais, c'était un peu sur les évolutions de la maintenance. Je suis ingénieur, on étudie un peu ces sujets, notamment il y a un sujet qui fait fureur dans les écoles d'ingénieurs, c'est la maintenance prédictive. Oui. Et un petit peu ce que ça dit de là où va la maintenance aujourd'hui. Et il y a celle dont on parle qui est ici et qui est peut-être pas la maintenance de partout. Et comment ça bouge sur ces sujets. Qu'est-ce que c'est la maintenance prédictive? C'est l'idée de contraire se dire, quand on conçoit, on a une idée de quand, par exemple, si on met des vis, on sait que sous 5 ans, cette vis, elle va lâcher. Donc en fait, tous les 4 ans, on change la vis. Et donc on essaie de prédire avant qu'il y ait une panne parce qu'on se dit que il vaut mieux prévenir qu'avoir une maintenance. C'est ça. Oui, enfin c'est une des versions. Ouais. Après il y a de la, alors évidemment il y a de l'IA puisqu'il y a de l'IA partout. Mais je peux peut-être juste répondre à ça. En ce moment, j'encadre une thèse qui est financée par la FNCCR, la Fédération des collectivités, qui est un super endroit. Et il fait un truc parce que mon autre sujet de recherche est les données, donc ça tombe très bien. Il dit ce que les données font à la maintenance. Effectivement, beaucoup de gens ont la maintenance prédictive en tête, avec cette promesse assez curieuse qui est effectivement de dire en fait on va plus avoir besoin de l'inquiétude, l'anxiété, machin, etc. parce que tout va se calculer. Et ça se calcule soit avec des durées de vie théoriques, parce qu'on sait effectivement comment la matière va se comporter. Enfin, on prétend savoir du côté de la conception, effectivement, et de la construction, enfin de la conception. On prétend savoir, c'est ça le point vraiment fondamental. Et ou alors, on a plein de capteurs partout et on essaye d'apprendre des dynamiques de panne. Et une partie de la maintenance prédictive joue aussi là-dessus, c'est-à-dire avec du machine learning pour dire, il y a ça vibre, machin, etc. Après, ce qui est bon.
comment le dire dans des termes pas trop enfin pas trop C'est désobligeants. marketing, quand même. Oui, voilà, ça, j'allais le. Oui, non, c'est le marketing. complètement pur. Ouais, c'est du marketing mais c'est dangereux parce qu'en même temps, il y a des endroits où on le met en place, quoi. C'est la Mais- médecine prédictive pour les objets. C'est la médecine prédictive pour les objets. Comment? Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que avant, il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive. La maintenance préventive, justement, elle assume le fait qu'on fait des tournées, qu'on regarde, qu'en fait, chaque situation est différente aussi. Enfin, c'est très lié à cette question-là. Je parlais de la singularité. La maintenance prédictive, alors, dans certaines versions on prétend que, alors déjà, les mainteneurs, ils disent non, c'est prévisionnel qu'il faut dire prédictive, faut arrêter. Mais c'est effectivement du marketing, c'est-à-dire c'est des gens qui vendent des trucs qui marchent pas. Pour le dire très simplement. Pour l'instant, j'ai jamais rien vu qui fonctionnait véritablement. Et à chaque fois qu'il y a des bilans, mais c'est comme l'IA, enfin, je veux dire, même en médecine, les papiers sérieux, vraiment de radiologie, ils commencent à dire, bah non, on n'arrive pas à faire la différence en fait quand c'est un vrai radiologue ou quand c'est C'est l'IA. clair. Nous, on suit tous les bâtiments qu'on fait, les bâtiments flottants, et c'est un constat qu'on fait, c'est un bilan qu'on fait. C'est vraiment un bilan très négatif. Ouais. Parce que simplement, la maintenance corrective, Ouais. elle engage de la présence, de la continuité, des Exactement. choses qu'on ne sait plus organiser aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a vraiment Une réactivité, oui, la c'est ça. présence, De la des jours surprise. sur scène, etc. C'est bien là le problème de la maintenance prédictive, c'est qu'elle promet en fait la disparition de tout ça. C'est-à-dire, mais comme n'importe quel outil, comme n'importe quel IA, c'est un remplacement en fait, dont on sait qu'il est. Alors, il y a deux problèmes. Il est faux, ça à la limite. Mais le problème, c'est que comme il s'installe, il crée des conditions de travail pour les gens qui continuent quand même de faire le truc dégradées. C'est-à-dire, ça fait du travail empêché, comme dit Yves Clos, etc. Ça fait... Ouais, c'est terrible. Donc pour répondre là-dessus, voilà. Mais par contre, c'est vrai que enfin, on le voit beaucoup. Après, quand on est vraiment du côté des activités où il y a de la vraie maintenance sérieuse, je pense au réseau d'eau, par exemple, personne ne tombe dans le panneau. Personne. Et c'est pas ça qu'ils essayent de mettre en place. Enfin, ils font ça un peu trop. Ils mettent un peu des datas, des machins, etc. pour d'autres raisons. Il y a des trucs intéressants parce qu'on essaye de mettre des données, par exemple climatiques, on essaye de prendre des données un peu différentes que simplement les comportements de l'objet. Donc il peut y avoir des trucs intéressants qui sortent de ça. Mais à chaque fois, ils sont pensés comme des couplages avec les gens qui entretiennent ces choses, et pas comme un remplacement. Ça, c'est vraiment. Mais on est dans une espèce de guerre aujourd'hui enfin, qui est récurrente, hein, qui est une vieille histoire, qui date de Babbage en fait, hein, presque de l'histoire de l'informatique ou d'une partie des mathématiques mécaniques, de remplacement des êtres humains, qui est un mythe, quoi. Alors, les liens entre maintenance, construction, effectivement, et démantèlement et éventuellement déchets, c'est absolument passionnant parce que, effectivement, c'est des sites aussi qui pourraient être très intéressants. On a rencontré, c'est pas forcément les plus aimables au départ, mais Bouygues Énergie Service s'occupe de la maintenance du zoo de Vincennes. Donc, évidemment, quand on a dit qu'on pouvait aller voir, ah ouais. Et le zoo de Vincennes a été construit par Bouygues, je ne sais plus comment, la partie BTP. Et alors c'est extrêmement compliqué. C'est un énorme PPP de 29 ans, donc qui est à la fois très critiquable et en même temps avoir des gens qui restent longtemps pour faire une bonne maintenance, des fois c'est pas idiot. Donc c'est vraiment une question compliquée, ça, par exemple. Les contrats de maintenance, la taille des contrats de maintenance, c'est pas simple comme de trouver le bon équilibre. Bon, c'est un PPP de 29 ans quand même, donc voilà, 29 ans c'est quand même aussi une manne, hein, c'est un peu comme les autoroutes, quoi. Et par contre, ils ont fait un truc super intéressant, c'est-à-dire que ils ont, comme c'était la même entité, tous les 15 jours, les futurs mainteneurs, les exploitants, venaient emmerder les constructeurs pour leur dire non, on avait dit que non, tu sais, on avait dit que ça, tu faisais pas comme ça. Parce qu'évidemment, au moment de la construction, il y a plein de choses qui se jouent, et comment est-ce que les constructeurs peuvent avoir en tête les pratiques, même les exigences, les besoins des mainteneurs, c'est pas du tout évident. Donc c'est la première fois qu'on nous a parlé de ça. Et alors ils expliquaient que c'était en plus lié à un montage financier très particulier qui fait que les investisseurs de ce truc-là, en général, les écarts entre construction et conditions d'exploitation sont des risques, si j'ai bien compris, sont pensés comme des risques dans le montage financier de ce genre d'énormes projets. Et là, en fait, il y avait vraiment l'idée qu'il n'y avait pas de risque du tout. Donc en fait, ils avaient internalisé le risque et donc ils avaient aligné. Alors moi, c'est un de mes fantasmes, quoi, c'est d'aller voir ces réunions.
Les futurs exploitants dire aux constructeurs qui se sont démerdés parce que le truc, dire non, tu fais comme on avait marqué sur le plan, ça c'était nous ce qu'on avait dit qu'on voulait. Et comme on va s'en occuper pendant 29 ans et qu'on est de la même boîte, pseudo parce que bon, mais on se parle. Enfin, il y a vraiment un truc qui est organisé pour que ce soit comme ça. Après, je sais pas, ça existe peut-être ailleurs, mais ce serait super intéressant de voir ça parce que ça dit des choses de négociation avec la matière, aussi de qu'est-ce que c'est que la vie d'un chantier, enfin, qui est super intéressant. Ça se passait comme ça dans le nucléaire. Ah oui? Bah oui. Tous les corps de métier étaient réunis. De l'agent technique de base à l'ingénieur, tout le monde le sait. Oui, tous les métiers sont séparés. Ils n'ont plus connaissance des uns des autres et il y a une perte de savoir. Oui, par ailleurs, c'est ça. Une connaissance des métiers des autres. Oui, et puis par ailleurs, là, les mainteneurs qui ont pu voir le truc en train de se faire aussi, il y a un rapport à la connaissance de la chose qui est quand même très différent d'une connaissance sur plan. Le métier de concierge est en disparition. Oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un super beau métier, justement, de quelqu'un qui, notamment dans les logements sociaux, alors il y en a encore, hein, mais c'est typiquement le mainteneur ou la mainteneuse et qui fait alors le lien pour le coup entre non seulement l'état des choses, mais le comportement des gens qui prennent ou pas soin des choses, et voir l'état des gens, quoi. Ça, enfin, quand c'est bien fait. Alors l'autre point important quand même, c'est le quand c'est bien fait n'est pas complètement anodin. Comme on est, voilà, nous on observe les gens, on demande est-ce que vous êtes d'accord qu'on voit les trucs. On voit plutôt des gens qui font très bien leur boulot, qui sont de vrais experts, qui savent super bien faire. Donc effectivement, donc là, alors là, je pense qu'il n'y a pas forcément des gens qui font mal leur boulot ici, mais on voit aussi quand même qu'il y a des mainteneurs et des mainteneuses qui s'en foutent, qui développent pas d'inquiétude et d'anxiété plus que ça. Aussi parce qu'ils sont dans des conditions justement de travail hyper formalisées. Ceux qui sont au bout du tube là et qui reçoivent le truc et qui comprennent plus pourquoi ils font ce machin, etc. À un moment donné, ils n'ont plus rien à faire. Donc faut pas. Il y a deux risques de romanticisation de l'histoire. C'est là maintenant c'est magnifique, c'est super de ça. Non, les gens se font mal, les gens sont. Il y a du corps, il y a du machin, ils s'abîment, ils meurent. Il faut le dire toujours, c'est super important. Ouais. On est d'accord et voir ouais. Et tout le monde fait super bien son boulot, tout le monde prend soin comme il faut, etc. Non, c'est dans n'importe quel métier, et donc ils font n'importe quoi. Faut pas oublier ça quand même. Pour pas repartir en disant super. Quand on faisait l'effacement des... Je vais vous faire part d'une jolie anecdote que j'ai entendue hier. Une amie, Pauline, vous savez, vous vous souvenez de Pauline, la jeune assistante caméra qui était là, elle donne fait de la formation à la FEMIS, école de cinéma, mais elle est allée récemment encadrer un stage dans une école qui est à Lyon, qui s'appelle la Cinéfabrique, une école différente, totalement différente de la FEMIS, parce que on y accueille des étudiants ou des gens qui n'ont pas forcément le même cursus universitaire qu'à la FEMIS, où on vous demande d'avoir fait le bac plus 5, etc. Cinéfabrique, peuvent rentrer là des profils complètement différents, des gens qui n'ont pas le bac, qui ont fait tout à fait autre chose. Bref, elle a ses études dans une semaine, et le 3e jour, le matin, ils sont pas là, il n'y a personne. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Elle sort, elle se balade, ils étaient tous en train de faire le ménage. Et donc les étudiants font le ménage une fois par semaine dans cette école. Dans l'école. Tout le monde. C'est vraiment un très bon exemple. Et je voudrais juste à ce sujet-là, en relation avec ça, parler d'une des choses que j'ai apprises plus ou moins sur ce qui se passe dans l'aidement. Parce que prendre soin des bâtiments, c'est aussi les nettoyer. Ouais. Et je crois, je n'ai pas vécu ça en détail, mais je crois qu'une personne qui était en charge du ménage, il y a une dizaine d'années, depuis le début, est presque devenue une part de l'équipe soignante. Elle a créé de telles relations avec les patients que finalement, elle était vraiment extrêmement importante dans la vie des amants. Et finalement, ça fait réfléchir, parce qu'on peut se dire en effet que pourquoi pas ne faire le ménage soi-même, pourquoi pas avoir des gens qui font le ménage et qui sont là pendant que les gens travaillent, parce que finalement c'est une abomination aujourd'hui. Oui. Imaginez qu'il y a des gens qui font le ménage à 7h du mat
et que tout le monde rentre dans son bureau propre, impeccable, comme ça, ne connaît plus rien, cet univers. Les gens qui font le ménage prennent soin des bâtiments. Et je crois qu'ils ont un rôle très important dans la vie. Être là avec les autres, c'est aussi, quelque part, participer de façon beaucoup plus importante, évidente, visuelle à l'entretien, aux soins, et parler, discuter. On assiste vraiment aujourd'hui dans l'entretien à la maintenance une sorte de césure terrible, sociale. C'est affreux. Oui, qui est très lié à la production de l'invisibilité, du mythe de l'autonomie du chose voilà, dont on dispose. Quoi. Et c'est ce que raconte aussi. Mais oui. Je crois que ça fait partie de la conception de la psychiatrie telle qu'elle est pratiquée à la Guermantes, où il y a le médecin psychiatre, il y a le psychologue, et ensuite vous avez le personnel soignant. Ça peut être des éducateurs, des infirmiers, des aides ménagères, etc. Et puis, tout le monde est mélangé. Et par exemple, la personne qui, au départ, en principe, est sur un poste pour s'occuper du ménage, anime elle aussi un atelier de soins. Donc, ça, c'est pas il y a 10 ans, ça existe encore. Mais c'est super important parce que c'est aussi pour ça que j'étais ravi de venir ici, parce qu'effectivement, il y a des liens très forts avec cette idée de milieu, quoi. Enfin, que c'est effectivement, c'est pas, il n'y a pas des rôles complètement distraits. Enfin, en tout cas, que si on fait ça, déjà, en fait, dans la vraie vie, ça marche pas, parce qu'en fait, on croise les gens quand même. Donc, de toute façon, il se passe des choses, il y a des échanges qui se passent, etc. Sauf si on organise très brutalement. Et le personnel, effectivement, de ménage dans les bureaux, 6 à 7, c'est la fameuse ligne 13, voilà, où les gens vont dans l'autre sens. Enfin, une partie des gens vont dans l'autre sens des gens qui viennent dans les bureaux. Bon, qui bougent un peu, il y a certains endroits où on essaie de changer ça. Mais à partir du moment où on accepte que c'est un milieu qui est qui est avec des personnes, des choses, des bâtiments, un climat, une atmosphère, etc., et que c'est ça qui participe du devenir des gens, quoi. C'est-à-dire de comment ils se sentent, comment ils se transforment, comment ils deviennent, etc. C'est très lié à ça. Et une partie des activités de nettoyage jusqu'à la maintenance, réparation un peu plus forte, mécanique, etc. Il y a 2 manières, au moins, de l'organiser. Soit on l'assume effectivement comme étant normal, faisant partie de la vie d'eux et de la vie de tout le monde. Et donc peut-être un peu de l'inquiétude de tout le monde et peut-être du souci de tout le monde. Soit on les externalise, on les invisibilise, pour des raisons très curieuses, parce que c'est même, enfin, je suis vraiment pas certain que si on mettait en termes comptables les deux modèles, on y gagne tant que ça. Je suis pas sûr. C'est beaucoup plus une histoire d'idéologie quasiment, notamment du rapport aux objets, du rapport à la propreté, du rapport à tout ça. C'est la production d'une condition un peu moderne du confort. Et puis ce qui est vraiment très fort aussi, c'est effectivement les personnes qui font le ménage. Justement, parmi les gens disent en général toutes, notamment celles qui ont changé quand les personnels de ménage très féminines, très souvent des femmes changent, passent de elles étaient invisibles à elles deviennent visibles. Elles disent mais ça change tout parce qu'en fait les gens quand ils jettent un truc par terre ou un truc, ils réalisent qu'ils font ça à quelqu'un aussi et pas simplement. C'est tout bête ce truc-là, mais ça remet là des interdépendances en fait. C'est cette idée qu'on vit dans des interdépendances. Donc si on les masque, on produit le mythe d'individus aussi seuls face à des choses dont ils disposent seuls, et puis il n'y a plus les autres. Ouais. Puisque c'est ma dernière. Oui. Non, mais je vais voir pourquoi tout ça. Puisque c'est ma dernière, je voulais te remercier, Eric, vous remercier, parce que je t'associe Eric et Arnaud en particulier, d'avoir rendu possible ce moment-là. Et puis, parce que ce qu'on entend aujourd'hui ce soir, ça m'étonne, ça me surprend dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que d'entendre que dans les écoles d'architecture, la question de l'existence soit en vogue, je trouve ça génial. En fait, je trouve ça génial, et particulièrement la question parce que le maintien de l'existant va maintenir, soutenir, tenir, retenir. C'est le cœur de la psychiatrie, depuis
depuis quelques années, hein, parce que l'existant, quand même, c'est des gars comme Maldives, c'est Binswanger, c'est tout ça. C'est ce qui fait qu'on est là. Et je trouve ça beau, quoi. Parce que c'est en train de foutre le camp un petit peu dans la psychiatrie, hein, comme on entend. Et que ces concepts, cette idée du maintien de l'existant, parce que c'est ce qu'on fait en permanence ici, hein, on fait du maintien, on fait de la maintenance de l'existence en permanence, et on se maintient les uns les autres, entre nous, en prenant des objets, des collègues, des patients, en allant chez eux, en s'occupant de tout ça, on se maintient, on essaye de se tenir un petit peu. Et d'entendre que ça rebascule là, que ça circule, ça peut peut-être nous inviter, nous aussi, en vous faisant venir ici, en réentendant ça, ça fait du bien, parce que ça peut peut-être se dire aussi que ces trucs-là qui ont existé à certains moments, qui ont été pensés dans certains lieux et qui migrent, ça bouge, et puis ça peut repartir par ailleurs, peut-être dans la sociologie, peut-être dans l'architecture, et que ça peut peut-être nous donner une porte, une issue ou un endroit où on peut peut-être repartir vers vous en vous invitant ici pour réentendre ça. Et peut-être qu'il faut que ça puisse être entendu ça, cette question du maintien de l'existant, de votre place à vous. Aussi, que ça puisse nous revenir de l'extérieur. Nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. Genre, moi, j'en ai pas fait partie de cette histoire. Hein. Je n'ai pas 100 ans, personne ici, mais cette question du maintien de l'existence, c'est quelque chose de fondamental. Conceptuellement, pratiquement, du quotidien. Et il faut qu'on puisse le réentendre dans d'autres bouches venant d'ailleurs, hein, parce que tu disais au départ d'où je parle, que ça puisse nous revenir par ce biais-là pour qu'à nouveau ça puisse être peut-être quelque chose de vivant pour nous. Ce qui est d'autant plus émouvant, la première séance du séminaire Care Architecture, tu avais invité Bruce Bégou, qui avait consacré dans son livre le concept d'ambiance, un énorme chapitre sur cette question de l'existant, et il faisait référence à Binswanger et à Rothenburg notamment, et j'avais été moi-même particulièrement frappé par le fait que la sociologie, la philosophie s'empare de ces concepts qui avaient été pensés par les phénoménologues psychiatres du XXe. C'est vraiment formidable cette boucle, c'est de la première à la dernière. Merci à toi, merci à vous. Je ne vais pas me risquer à ajouter quelque chose. On va rester là-dessus, je pense que c'est parfait. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. Merci Bruno, merci Arnaud. Merci à vous, merci Gaël. Merci Gaël, évidemment. Et donc rendez-vous le 10 octobre pour la 5e année. Sans Bruno, mais avec plein de gens.